C'était donc ça, tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour un nouvel épisode du Balado Une invention sans avenir, un podcast qui démontre s'il le fallait encore que le vieil Antoine Lumière, c'est le père des frères Louis et Auguste Lumière, il s'était bien planté en disant de la machine de ses fils, le cinématographe, qu'elle n'avait aucun avenir commercial, ouais, vraiment à côté de la plaque, mon cher Antoine. Ben oui, parce que malgré plusieurs siècles d'histoire, des mutations importantes, des débats acharnés, peut-être des crises économiques, technologiques, symboliques et même sanitaires, comme celle qu'on vit en ce moment, le cinéma a, je crois, encore de beaux jours devant lui, et surtout, ce qui nous intéresse peut-être en particulier ici, eh bien les représentations que le cinéma véhicule, elles se conjuguent au présent, elles sont ancrées dans le monde, elles peuvent pourquoi pas le faire changer. Et on est donc ensemble pour parler de cinéma, de politique et bien plus encore. Et c'est la deuxième fois que je plug ma référence à Denver, le dernier dinosaure. Charlotte, dédicace. Ça n'arrêtera jamais. Ça n'arrêtera jamais, mais je pense que ça va être mon gimmick de début d'émission. Cinéma et bien plus encore. Allez, une invention sans avenir, le podcast des trentenaires. Mais la version originale de Denver, hein, pas le remake, évidemment. Vous l'entendez, grâce à la magie des internets mondiaux, moi qui suis à Montréal, au Québec, je suis en connexion subaquatique sous l'océan avec la France. On est 4 pour jaser de cinéma aujourd'hui, à commencer par le co-créateur avec moi de ce podcast, Raphaël. Salut Raph. Salut Robin, salut tout le monde. Ça va bien, j'espère. Vous pouvez pas nous répondre pour le moment, mais j'espère qu'en tout cas vous trois vous êtes motivés. Ça fait super plaisir d'être au micro pour la deuxième et j'espère que ça continuera encore un petit bout de temps. Et oui, quoi de neuf de ton côté depuis la dernière fois ? Eh ben, j'ai choisi d'être un petit peu moins effrayant cette fois-ci. Je vais arrêter de vous parler des zombies, des fantômes, de tout ça. Je vais ramener un petit peu les pieds sur terre, vous inquiétez pas. Et on va se poser ensemble la question de savoir si des films apparemment innocents peuvent être en réalité la métaphore d'autre chose. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais vous ne le savez pas encore, mais ça va révolutionner votre vision du cinéma. Pourquoi on peut dire que Star Wars est en fait une métaphore de la dictature. Ah, mais je suis sûr qu'on pourrait démontrer l'inverse. On pourrait totalement démontrer l'inverse et ça révolutionnerait votre manière de voir aussi. Alors, on va parler de tout ça avec toi. Merci Raph. Notre deuxième invité du jour, vous connaissez déjà sa voix. Vous savez depuis au moins la fois dernière qu'elle aime notamment, je dis bien notamment, la philo, les jeux vidéo, le féminisme et les poulpes. Alice est avec nous. Salut Alice. Salut tout le monde. J'ai pas dit de bêtises, hein. Ah non, pas du tout, j'adore le féminisme, c'est super. C'est très important le féminisme. Comment tu vas depuis la dernière fois ? Ça va bien, j'avoue que j'ai hâte de la réouverture des cinémas qui devrait pas tarder en France, là, le 19 mai, donc on verra quels films sont à l'affiche et si on peut de nouveau ressentir un peu ces sensations sur grand écran. Oh, je vais vous faire rager un petit peu, mais je suis allé au cinéma, moi, la semaine dernière. Quelle chance. Ouais. Oh là là. Donc les cinémas ont ouvert au Québec. Je suis allé voir un film français. Je suis allé voir Antoinette dans les Cévennes. Ça nous a donné un petit goût de vacances alors qu'on aimerait bien revenir en France puis que là au niveau des voyages c'est un peu compliqué. Donc t'es allé au cinéma et dans les Cévennes, soit tous les trucs qui sont interdits pour nous en ce moment, c'est super. Ouais, c'était vraiment le double effet de l'évasion cinématographique mais en allant s'enfermer dans une salle, ce qu'on n'a pas le droit de faire depuis longtemps. Fait que ça c'était assez cool. En tout cas, je referme cette parenthèse. Alice, de quoi on va parler ensemble aujourd'hui ? Mais je vais vous parler d'un film qui est important dans mon parcours cinéma, mais aussi philo. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Et je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire avoir des idées en cinéma. Si vous n'avez pas vu 2001 Odyssée de l'espace pour l'instant, là vous faites pause dans le podcast, puis ça dure quoi ? Juste 2h30, rien de plus. Rapide. Une broutille. Et puis, le dernier chroniqueur du jour est un petit nouveau. En même temps, c'est que la deuxième de ce podcast. Fait que, évidemment qu'il va y avoir des nouvelles voix, ça n'a rien d'incongru. Un prof de plus dans l'équipe, si je me trompe pas. Cédric est avec nous. Et oui, c'est ça. Un autre prof de philo dans la même académie, collègue d'Alice. Voilà, Cédric, enchanté. Salut Cédric, bienvenue à toi dans ce podcast. En un mot, de quoi on va parler avec toi aujourd'hui ? On va parler de films de procès, ou plus généralement des scènes de procès, et voir pourquoi est-ce qu'on peut y trouver un certain plaisir à tout ça. Oh, un plaisir. Alors, le plaisir d'accuser ou d'être accusé ?
Il y a peut-être les deux, on va voir ça. Ah oui, on parle d'un plaisir vraiment très concret, là. Le plaisir de la loi, d'être accusé, de devoir purger des peines et tout. C'est cool. C'est très bon. La rectitude. C'est ça. Eh ben merci pour ce petit tour d'horizon de vos chroniques à venir. Alors avant de donner la parole à notre première chroniqueuse, ce sera Alice. Je précise, je l'ai déjà fait la fois dernière, que l'émission est basée sur votre totale liberté de sujet de la part des chroniqueurs et chroniqueuses, mais que quand même, par souci de clarté et peut-être parce qu'on aime bien ça, parce qu'on est des profs et des universitaires et qu'on aime bien mettre des étiquettes sur les affaires, on aime bien penser au thème commun, la direction souterraine, peut-être même inconsciente, je sais pas, des 3 chroniques du jour. Alors, bon, vous allez me dire ce que vous en pensez pour aujourd'hui, avec ce qu'on vient de se dire. D'emblée, moi, j'ai pensé à un mot et j'étais un peu embêté parce que ça va vraiment sonner comme un mot de prof, voire un mot de prof d'université. Et j'ai pas très envie de ça pour le podcast. C'est pas non plus le but de faire un cours en podcast. Fait que, je vous le dis, puis vous allez m'aider à reformuler peut-être. Mon mot, c'est herméneutique. C'est vraiment un mot de prof, Oh ça. là là. Oh là là. Ça part loin, ça part loin. T'es sûr qu'on doit faire ça, vraiment? Bah, j'explique en 2 mots. Herméneutique. Juste. Parce que moi, j'avais pensé à dauphin, mais je trouvais que c'était plus pertinent. Mais Ça bon. résumait pas mal, ouais. Bah, j'explique en 2 mots, puis ensuite on abandonne ce terme-là, puis on en trouve un mieux. Vous allez m'aider. Mais juste parce que quand même, l'herméneutique, donc c'est quoi? C'est la théorie de l'interprétation. C'est interpréter des textes. Donc ça s'applique bien sûr désormais à toutes les œuvres d'art. Mais quand on parle d'herméneutique, on parle d'interpréter, donner du sens aux images, aux films, aux textes. Et donc ça regroupe un peu, je crois, les chroniques d'Alice et de Raph, au moins. Sauf que ça s'arrête pas là. C'est pour ça que ce mot, il était quand même intéressant dans ma tête. C'est Double que... twist. Eh oui, il est là, le twist. C'est qu'on parle aussi d'herméneutique dans le contexte juridique. Et il s'agit de donner du sens aux textes de loi. Ben oui, les textes, ils sont écrits, Et oui. mais il faut les interpréter avec des Tout à cas fait. concrets. Et c'est la tâche C'est des vrai. juges, voire des jurys dans certains cas. On va peut-être parler de ça, Cédric, d'herméneutique finalement. Oui, c'est vrai. Alors, je vais pas m'attarder trop sur la manière dont on peut interpréter les cas juridiques, mais tu as tout à fait raison. C'est une piste bien intéressante. Après, je parlerai pas d'herméneutique parce que ça voudrait dire qu'on serait un peu extérieur au film. Alors que je vais plutôt voir comment, à l'intérieur même du film ou dans l'expérience du film, ça peut nous donner des idées, un petit peu peut-être comme Alice le suggérait. Bon, bah ça confirme que mon idée, en plus d'être un peu pédante, elle fonctionnait pas à 100%. Qu'est-ce que... Moi, je crois qu'on va changer d'animateur la prochaine fois. Hein. On va trouver quelqu'un d'autre. Là, Il ça se va la pas du pète tout. trop, Il a fait son celui-là. boulot à moitié et tout. Non, ça va pas. Bon, bah on va essayer de donner du sens, en tout cas, aux films et aux images. Peut-être que je vais le dire comme ça. Ce sera un peu moins universitaire. Mais même quand je dis le mot Ça me va. herméneutique, je prends toujours ce genre de pincette, même avec les étudiants et les étudiantes. Ça fait vraiment mot compliqué pour rien. C'est juste Non, moi, j'ai arrêté de interprétation. le dire. Voilà. Bon, ceci étant dit, passons à la première chronique du jour. C'est Alice qui ouvre le bal aujourd'hui. Alors, tu vas prolonger en fait une conversation qu'on avait entamée en blaguant un peu dans le premier épisode du podcast, puisque tu enseignes la philosophie. Je t'avais raconté mon souvenir de Freud, passion secrète, en cours de philo. Et alors, tu as choisi de nous parler de ton expérience de l'usage des films. Oui, exactement. Je vais partir du fait que quand on utilise et qu'on mobilise le cinéma en cours de philo, il faut tout de suite faire une distinction quand même auprès des élèves. C'est qu'il y a des films qui sont plutôt des illustrations et il y a des films qui au contraire plutôt portent des thèses. Alors, une thèse, c'est un gros mot de philo aussi, mais en gros, qui portent des idées fortes, on va dire nouvelles, et qui apportent quelque chose à un questionnement qui existe déjà et des questions qu'on se pose depuis longtemps. Alors peut-être Freud, Passion secrète, c'est plutôt une illustration. En tout cas, c'est un peu compliqué parce que c'est un biopic, donc Oui. disons que les idées sont surtout racontées. On va dire que les Oui, souvent dans les biopics, il n'y a pas toujours les thèses vraiment fortes de la personne. C'est pas non plus Ouais, c'est ça. l'axe central. On va dire que les films qui sont des illustrations, c'est des films qui connaissent les idées philosophiques auxquelles ils font référence et qui veulent aussi nous le montrer, qui vont les mentionner, qui vont les nommer. Par exemple, dans Premier contact de Denis Villeneuve, Arrival en anglais, il me semble que le film fait explicitement référence à l'hypothèse Sapir-Whorf, qui est une thèse de linguistique qui dit en gros que le langage détermine la manière dont on perçoit et on comprend le monde qui nous entoure. Et donc là, on a des linguistes qui sont dans le film et puis ils ont des discussions sur la linguistique. Du coup, ça c'est super, ça permet d'illustrer des concepts. Et c'est un film qui est une illustration. Parfois, les films qui sont des illustrations aussi montrent un peu avec des grosses ficelles qui connaissent bien certaines thèses. Là, évidemment, on peut penser à Matrix, des sœurs Wachowski.
qui évidemment connaissent et ont lu Platon, le mythe de la caverne, peut-être aussi Descartes avec la relation corps-esprit. Il y a même un moment où Néo il se sert de simulacre et simulation de Baudrillard pour cacher des microfilms ou je sais plus des disques de données. Ça traîne sur son bureau et puis on voit bien le titre. Là les Wachowski nous disent on connaît. Aussi, Et Schopenhauer aussi, voilà. Donc ça c'est des films qui sont très intéressants, hein, mais qui sont des illustrations. Et c'est pas vraiment à ça que je veux m'intéresser aujourd'hui. Moi je veux plutôt parler des films qui portent des thèses et qui sont plus rares parce que ça nécessite un peu d'analyse en fait pour pouvoir affirmer vraiment que le film porte une thèse. Et du coup, dans le cours de philo, je vais pas les traiter de la même manière. Peut-être que les films qui sont des illustrations, je vais plutôt montrer des extraits. On va comparer avec des thèses d'auteurs, alors que pour les films qui portent des thèses, on va devoir regarder les films en entier. Il va falloir passer du temps et peut-être monter un petit dossier, mettre des textes en parallèle, etc. Et du coup, ça va prendre plus de temps. Il y a un côté plus récompense, tu vois, dans le film illustratif. Là, tu le montres à la fin de la séquence pour être sûr que tout le monde a bien compris. On peut regarder un bout de film. Alors que quand j'imagine qu'un film à thèse, il faut le voir en premier, ou alors c'est même l'objet du cours en lui-même, c'est oui, ça ? Voilà, c'est l'objet du cours, on va dire. Alors peut-être pas en récompense pour les illustrations, mais peut-être pour introduire d'abord. Je vais montrer un extrait, mais oui, c'est vrai qu'il y a le côté plus anecdotique. Alors que le film à thèse, il faut vraiment penser le cours de philo avec le film. Il faut vraiment se demander comment le film va rentrer en dialogue avec les notions philosophiques qu'on veut traiter. Et donc, dans mon cours de philo, le film qui a vraiment une place particulière, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. C'est un film, donc je rappelle un peu, de 1968, qui est une adaptation d'une nouvelle d'Arthur C. Clarke. D'ailleurs que les deux ont été plus ou moins créés en même temps, d'après ce que je sais. Et si c'est une grande épopée de 2h30 en 4 actes, qui sont très différents les uns des autres. On a un premier acte, L'aube de l'humanité. C'est quasiment du documentaire animalier avec des singes, c'est très troublant. Mais enfin, plus on le regarde, plus on voit des choses. Mais sans la voix un peu bizarre qui... Le singe se saisit d'un objet et il va commencer à frapper ses congénères avec... C'est ça. Après, il y a une autre partie, Voyage vers la Lune, qui se passe en 2001. Alors là, il y a vraiment une esthétique de guerre froide. Il y a des Russes dans des navettes blanches qui parlent d'espionnage, etc. Après, il y a la partie qui est la plus connue, je pense, qui est le voyage vers Jupiter. Alors là, c'est vraiment un drame SF avec une intelligence artificielle qui part en vrille. Et c'est la partie la plus facile à regarder aujourd'hui. Et puis après, il y a une espèce d'épilogue qui s'appelle Au-delà de l'infini. Alors là, c'est du délire expérimental, symbolique, vraiment... ça va très très loin. Et forcément, comme il y a 4 actes, que c'est très long, etc., il y a plein de grandes problématiques de la philosophie qui sont abordées dans ce film. Je vais en dire quelques-unes comme ça, mais en gros déjà la distinction nature-culture dans le prologue, avec au début on voit un rapport de domination de la nature sur les premiers êtres humains qui la subissent, et puis progressivement ce rapport va s'inverser avec la découverte de l'outil qui va être vraiment là comme caractéristique essentielle de l'humanité, etc. Ça je vais en reparler un peu après. Puis après, dans les parties suivantes, il y a les risques provoqués par la technique, qu'est-ce que ça engendre de perdre la maîtrise de la technique, il y a même des métaphores un peu du développement de l'énergie nucléaire, des risques que ça engendre, et puis de l'intelligence artificielle, déjà dans ce film en 68. Et puis après, il y a aussi la question du propre de l'intelligence humaine face à une intelligence artificielle, et comment est-ce qu'on reconquiert son humanité, par les sentiments, par la ruse, etc. Donc il y a énormément de grands thèmes de la philosophie dans ce film. Tu disais que d'ailleurs c'est peut-être la plus facile à aborder, celle-là en ce moment, à cause de ces thèmes-là, d'intelligence artificielle, la technologie. Ouais, en plus c'est vrai, il y a plein de liens avec l'actualité, on peut faire plein de ponts. C'est un film qui pour les élèves date vraiment, c'est très vieux pour eux, mais en même temps les thématiques n'ont pas du tout vieilli. Et quand on voit ce film, on se demande si Kubrick il a vraiment pensé à tout ça. Parce que d'un côté, on sait que c'est un réalisateur qui est particulièrement méticuleux, il laisse rien au hasard. Et puis en même temps, il s'est très peu exprimé sur ce film. Il y a pas d'interview où il donne des pistes d'interprétation, des pistes herméneutiques de son film. Merci. Il reste très, très silencieux, il a jamais évoqué de philosophe, par exemple, pour parler de 2001. Du coup, pour essayer de savoir si c'est un film à thèse, il faut faire vraiment un focus sur les thèses précises, et moi je vous propose de faire un focus sur une des thèses très intéressantes qui est dans ce film. Alors cette thèse, je vais essayer de vous la dire comme ça, en une phrase. On va dire que c'est l'idée qu'on pourrait résumer l'histoire de l'humanité à l'histoire de quelques inventions techniques. Voilà.
Ok. Et cette thèse-là, en fait, quand on fait un peu de philo, on sait que c'est aussi une thèse de Bergson. Alors Bergson, c'est un philosophe français, fin 19e, début 20e. Et c'est dans son livre qui s'appelle L'évolution créatrice, qui date de 1907, qu'il explique en gros que les inventions techniques, c'est la démarche essentielle de l'humanité. Et il dit qu'on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas assez de recul. Et que quand on est dans une époque, on a tendance à privilégier les événements sociopolitiques. On a l'impression que c'est eux qui nous marquent le plus. Mais que si on avait la possibilité de prendre un immense recul sur l'histoire de l'humanité, du 19e, on retiendrait peut-être que la machine à vapeur, comme on retient que du néolithique la pierre taillée, par exemple. Ouais. Ou le cinéma, Oui, voilà. pour Antoine Lumière, avec l'invention sans avenir. Oui, peut-être, on pourrait faire Et le du coup, parallèle. au lieu d'être en train de commémorer Napoléon, là, on commémorerait l'invention de l'ouvre-boîte et des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Disons il dit, qui se souvient des guerres du néolithique? Personne. On se souvient Ouais. pas qu'il y a eu des crises ou même des famines. On se souvient des inventions techniques. Et donc pour moi, cette idée-là de Bergson, elle est extrêmement présente dans le film de Kubrick, dans 2001. D'ailleurs, est-ce que comme ça, vous avez un peu une idée de quelle est pour moi la scène, le moment qui représente cette idée? Alors, moi j'ai une petite idée parce que je crois que je l'utilise aussi dans mon cours de philosophie. Donc est-ce que j'ai le droit de jouer quand même ou pas? Oui, vas-y, Cédric. Moi, je pense que je sais aussi parce que c'est un grand moment de montage et que je suis monteur de formation. Oui. Je pense que c'est le moment où on voit le singe qui lance une espèce d'os qui virevolte et qui d'un coup se transforme en un vaisseau spatial. Il me semble que c'est celle-là où on voit l'évolution de la technique à la technologie. Ouais, c'est exactement Juste ça. comme ça. Ouais, c'est ce fameux Ouais, oui. raccord mythique là entre l'os Eh oui. qu'on jette dans le ciel et le vaisseau qui retombe entre guillemets, parce qu'on peut pas trop tomber dans Oui. l'espace, mais qui retombe. C'est un raccord qui est super connu, qui a été énormément commenté. Il est super intriguant parce que, en plus, il est vraiment bizarre. Il y a 2 cuts, en fait. L'os est lancé, il tourne dans un sens, et puis après, Ouais, ça puis coupe, c'est ça, et puis il il- change de Il sens. change un peu de sens, ouais, je me souviens de ça. Et puis on comprend pas vraiment comment ça a été pensé. C'est extrêmement intriguant. Moi, ce que je me dis souvent en le voyant, c'est que ces 2 cuts comme ça, c'est peut-être aussi pour, justement, pour intriguer, pour qu'on s'en souvienne, pour que ce soit super marquant comme ça, visuellement, parce que c'est un peu bizarre. Et donc, si on analyse un peu philosophiquement ce raccord, déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une ellipse. C'est une ellipse gigantesque, une ellipse de peut-être 1 million d'années, si on va dire qu'on est à l'aube de l'humanité, et puis après, on est en 2001. Et qu'est-ce qu'une ellipse, ça peut symboliser? Ça pourrait symboliser un rapport de cause à effet, de manière assez simple. Le premier outil, l'os, qui a donné toute l'histoire de la technique et donc le vaisseau spatial. Mais encore plus intéressant, on pourrait dire que c'est un résumé de l'histoire de l'humanité. On pourrait retenir de l'humanité que ces 2 événements. On pourrait résumer l'humanité à prendre un os, s'en servir comme outil, et prendre un vaisseau spatial pour quitter la Terre. Et ce seraient les 2 événements essentiels. Et puis en fait, on peut dire que le film est encore plus radical que la thèse de Bergson. Il retient pas une invention par siècle, il en retient 2 de toute l'histoire de l'humanité. Puis si on avance un peu dans le film, peut-être on peut se dire que après il y a l'intelligence artificielle qui serait une 3e. Et puis peut-être on peut même interpréter l'épilogue comme ce serait une 4e invention, mais elle est tellement dans le futur qu'on peut pas la comprendre. Nous, en tant Ouais, ou alors de que l'ordre du spectateurs. biomédical. Alors je peut-être, sais pas. ou alors du voyage dans le temps, ou du retour en arrière, ou de prolonger son espérance de vie, c'est possible. Je crois que c'est un peu le truc qu'on pense quand on finit le film, c'est « Oh là, c'est une invention qu'on n'a pas trop compris, mais bon, ça a l'air important. » Oui, mais je me dis que c'est peut-être exprès. Le fait qu'on comprend rien parce qu'on peut pas comprendre. Quand on voit le film en 68, on peut pas comprendre une invention qui serait dans plusieurs siècles. On dirait vraiment une réponse de troll, mais bon, ok, ça marche. Ouais, mais ça me plaît bien. En tout cas, ça plaît bien aux élèves. Enfin, tout ça pour dire que une idée forte, une thèse, elle a émergé en philo et en cinéma, à 2 moments différents, et sans qu'il y ait eu de contact entre les 2, parce que Kubrick, il est pas connu pour être un lecteur de Bergson, c'est pas non plus une thèse super connue, voilà. Et puis Bergson, il déteste le cinéma, et puis de toute façon, il était trop jeune pour Kubrick. Alors, quand j'ai dit une idée en cinéma, c'est une expression qui existe dans la philo du cinéma, c'est une expression de Deleuze, qui est un philosophe français du XXe, qui s'est beaucoup intéressé au cinéma. Et dans une conférence, ou puis dans d'autres livres, il explique en gros que les idées, c'est des potentiels, et que les potentiels, ils peuvent se réaliser autant dans des films que dans des livres de philo, ou même dans d'autres façons d'exprimer des idées. Et que, en fonction de la technique qu'on veut utiliser, on peut avoir une idée dans un domaine particulier. Et j'aime bien cette idée que cette thèse-là, elle peut apparaître dans un texte,
et par une argumentation classique, hein, c'est un texte très, très classique au niveau de l'argumentation, et d'autre part, elle peut aussi apparaître dans un film grâce, et peut-être même par un moyen qui est proprement cinématographique, qui est le raccord. Et qu'en voyant le film, en connaissant Bergson, ou en lisant Bergson avec l'image du film, on crée une espèce de pont conceptuel entre les deux œuvres. Pont qui n'avait pas été imaginé à la base. Alors ça, c'est quelque chose qui est du coup une idée à la fois peut-être de cinéma et de philosophie, et c'est une idée qui est difficile à comprendre aussi pour les élèves parce que ils cloisonnent beaucoup. Ouais. Que pour eux, les films, c'est du divertissement principalement, et que la philo, c'est des cours qu'il faut réviser, etc. Mais en même temps, je vois bien que ce raccord, là, il questionne beaucoup. C'est un moment qui les intéresse vraiment. Au début, on décrit ce qu'on voit, on compare, on se demande quel est le point commun entre le vaisseau, l'os, sa forme, son mouvement, etc. Et puis après, leurs idées fusent vraiment, ça les stimule, le fait de le voir sous la forme d'une image, d'une scène. C'est parce que quand on est devant un truc aussi marquant, en fait, même sans formation philosophique ou spéciale, on est quand même surpris, quoi. On est sur le cul et on a envie de chercher ce que ça peut vouloir dire. Ouais, exactement. En tout cas, étudier ce film en le confrontant à des textes, ça a vraiment modifié mon expérience de spectatrice de ce film. Et c'est par ça que j'aimerais finir. Qu'est-ce que ça m'a fait à moi de voir ce film en l'enseignant ? Parce qu'en fait, c'est peut-être un des films que j'ai le plus vu finalement. À part évidemment Star Wars et Podane de Jacques Demy pour des raisons plus obscures. Mais... c'est la sainte trilogie vraiment voilà, de cinéma. Et à chaque fois que je l'ai vu, j'ai eu une expérience différente. Je vous récapitule un petit peu mes visionnages clés. Ouais. La première fois que je l'ai vu, j'étais à la maison, sur un écran d'ordinateur, je crois que c'était pendant mes études, et je m'attendais à un film de SF, ou alors je m'attendais à un film de Kubrick, parce que j'avais vu aussi un peu, voilà, Shining, etc. Et j'étais perplexe, et je me suis vraiment ennuyée, j'ai pas du tout aimé. Mais peut-être que t'aurais pas dû le lancer sur ton portable au chiottes, c'était pas la bonne solution. À l'époque, il n'y avait pas encore cette possibilité-là. La deuxième fois que je l'ai vu, c'était au cinéma. Alors là, ça a tout changé, hein. C'était une rétrospective Kubrick, je pense, sur très grand écran. Là, ça a vraiment été une expérience esthétique. J'ai vraiment apprécié la lenteur du film, alors que d'habitude, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. J'ai trouvé ça vraiment beau. J'ai vraiment adoré l'ambiance qu'il y avait dans la salle, qui se crée progressivement, et ça a été ma vraie découverte du film. Et ça m'a vraiment profondément impactée, ça m'a laissé une vraie impression. Et du coup, quand j'ai préparé mes cours de philo, quand j'ai commencé à être prof, en fait, le film, il m'est revenu de lui-même. Quand je commençais à réfléchir à la technique, et à la nature et à la culture, j'ai l'impression que la philo a convoqué le film. Peut-être d'abord comme une illustration, et puis après je l'ai revu, et là c'est le film qui s'est imposé au cours, et j'ai décidé d'en faire vraiment le fil rouge de ce chapitre. Et je passe vraiment tout le chapitre à étudier des scènes de ce film, et c'est devenu vraiment l'élément essentiel du cours. Et puis après, je l'ai revu encore, avec les élèves cette fois. Alors dans la salle audiovisuelle du lycée, alors c'était encore une autre expérience, parce que les élèves, ils ont des yeux qui sont pas du tout construits, ni au cinéma, ni à la philo, et du coup c'était un étonnement total. Il y en a qui se sont endormis, hein, mais là je romantise un petit peu. Ça fait oui, mais ils le font déjà en cours, donc ça c'est pas un problème. Ouais. Mais ceux qui se sont pas endormis, celles qui ont réussi à rester jusqu'au bout, avaient les yeux un peu écarquillés quand ils en sont sortis. Mais vraiment, ils me regardaient avec des yeux, mais qu'est-ce que c'était que ça, même. Mais pourquoi alors? Oh le traquenard. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Objet cinématographique non identifié. Il y en a qui m'ont dit ça fait trop peur. Ça m'a intriguée. Ah ouais. Il y en a qui m'ont dit ça fait penser à Star Wars. Alors ça c'est cool, ça veut dire qu'ils voient doucement. En plus, il me semble que la personne qui a travaillé sur les effets visuels, c'est la même que celle qui a travaillé sur Star Wars 10 ans plus tard. Donc voilà, ils voient quand même des choses. Et puis il y en a qui ont dit c'est vachement bien fait les effets spéciaux pour 2001 quand même, ça va. Ah oui, c'est pas parce que le film s'appelle 2001 qu'il date de 2001. Ça ouais, voilà. Bon. Oui. Mais c'était déjà très très vieux 2001 pour eux, donc. Voilà. Ouais, bah ça. En même temps, peut-être qu'ils sont même pas nés en 2001, donc bon, ça se comprend. Et puis après, je l'ai revu encore. Alors, vous voyez, je l'ai vraiment beaucoup vu, et je l'ai revu encore au cinéma. Quand il y a eu une version restaurée qui était sortie au Festival de Cannes il y a quelques années, et donc je l'ai revu avec des amis, dont certains profs de philo, et après avoir tellement travaillé dessus, et après l'avoir enseigné plusieurs années, et ça a été encore une nouvelle expérience, une expérience vraiment complète, là, où en le voyant, je repensais au texte, je repensais à tous les précédents visionnages, je repensais aux élèves, et chaque scène et chaque plan était vraiment très riche de souvenirs, de philo, c'était devenu une expérience vraiment très complète. Donc je pense que c'est le seul film qui a vraiment ce statut-là pour moi, qui est un peu à mi-chemin entre la philo et le cinéma. Et du coup, je voulais vous demander, est-ce que vous aussi, vous avez des films comme ça,
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une expérience un peu philosophique de visionnage, ou alors d'avoir eu des expériences différentes après avoir beaucoup vu et étudié un film ? Ah, il va y avoir un silence là où on réfléchit un peu tous et toutes. J'aurais envie de renvoyer la question à Raph en premier, mais j'imagine que il va être question de philosophie politique, te connaissant, je sais pas. Non, même pas en plus. J'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que j'ai beaucoup vu dans ma vie, et je pense que à part Jurassic Park, où on doit être à plusieurs centaines de fois, il y en a pas tant que ça des films que j'ai beaucoup revus. Peut-être ça m'aurait fait ça un peu avec Jacques Demy, avec notamment Les Parapluies de Cherbourg, dont j'ai vu pas mal d'extraits un peu jeune, et je pense que j'étais un peu jeune pour apprécier le côté un peu radical du film entièrement chanté, et j'avais trouvé ça un peu ridicule, et après en le revoyant quelques années plus tard, j'étais vraiment tombé amoureux du film, et après je l'ai revu plein de fois, j'ai essayé de l'analyser et tout, et ça m'a vraiment totalement changé ma vision du film. Et en plus, et là on reboucle avec ce que tu disais, alors que j'y avais même pas pensé, mais ça a fini par débloquer pas mal de trucs politiques aussi sur le film, parce que ça parle de la guerre d'Algérie, de la mémoire compliquée, du retour des soldats après qui se fait dans des mauvaises conditions, etc. Donc ouais, c'est un film qui a beaucoup changé et qui a vraiment évolué avec moi, je pense, dans ma vie. Mais ça marcherait aussi avec Jurassic Park. En fait, tu le disais en blaguant, mais qui est un peu loin de 2001, mais pas tant que ça, là, sur les questions d'éthique, philosophie des sciences, etc. On pourrait le prendre au sérieux aussi, ce film-là. Ah ouais, on pourrait. Et puis c'est vrai que maintenant, je le vois avec des yeux beaucoup plus matures, de personnes qui s'est engagées dans une association de défense des dinosaures et de lutte contre l'exploitation dans les parcs zoologiques. Et évidemment, je n'ai pas du tout la même vision qu'à 4 ans, 5 ans, je voyais juste les dinos. T'exagères avec cette ironie, parce que tu pourrais vraiment t'engager contre l'exploitation des animaux en dehors de tous les dinosaures du monde. Non, les autres animaux, je m'en fous, c'est que les dinosaures. Cédric, est-ce que toi, t'as pensé à un film ou des films desquels t'as cette expérience ? Alors, il se trouve que quand on est prof, il y a des films qui sont un peu fétiches ou qu'on utilise et qu'on revoit et re-revoit. Alors parfois, ça peut être un peu épuisant et au bout d'un moment, on n'a plus trop envie de les re-regarder. Mais en même temps, ça ouvre à chaque fois des nouvelles perspectives. Et je sais que vu que vous aviez parlé de Passion secrète, Freud, Passion secrète, c'est un film qui... alors, je suis pas du tout freudien et pas du tout pro-psychanalyse, mais... à chaque fois, j'ai vu d'autres choses en fait dans ce film. Et il y a plein de choses parce que tu disais que c'est un film qui est finalement peut-être plus une illustration, et je pense que tu as raison. Mais il y a quelques petits passages quand même avec l'usage de la musique, l'usage du visage, quelques petites symboliques aussi qui sont quand même un petit peu du côté de ce qu'on essaye de montrer maintenant avec un cinéma qui pense dans le cinéma lui-même. Ah, c'est vraiment intéressant. Je vais ajouter un exemple à ça qui est peut-être un peu premier degré parce que c'est un des rares films qui est littéralement adapté d'une théorie scientifique, d'un livre scientifique. C'est Mon oncle d'Amérique d'Alain Resnais, adapté des thèses de Henri Laborie, qui était un neurobiologiste. Mais même sur la forme, il y a des choses assez communes, notamment sur la lenteur et sur la distinction formelle qu'il y a entre plusieurs. Il y a 3 ou 4 arcs narratifs en même temps. Il y a des choses qui sont filmées dans le laboratoire avec des souris, il y a des choses qui sont complètement fuckées, un peu comme la fin de 2001 où il y a Gérard Depardieu avec une tête de souris géante. Bref. Ça donne super envie. En tout cas. J'aurais eu envie de vous poser une question qui est... justement, l'exemple que j'ai donné là, il est quand même un peu... Bon, c'est Alain Resnais là, il avait fait des films connus, mais celui-là, il est peut-être un peu plus ardu. 2001 aussi. Est-ce que ça pourrait marcher avec des films un peu plus grand public? Tu disais, Alice, que tes élèves pensent que les films, c'est avant tout du divertissement. Est-ce qu'on pourrait aller les chercher avec un film plus de divertissement, mais une lecture philosophique ? Ouais, je pense que c'est sûr que ça peut arriver, évidemment. C'est juste que ça nécessite de faire un travail de long terme, du coup, sur le film. Et je suis pas sûre d'assumer, en réalité, de leur passer un film de 2 heures de divertissement et de passer une séquence entière à revenir et à leur passer plein de scènes. En fait, ce serait vraiment super, mais je suis pas sûre qu'on en soit vraiment là, et ça pourrait presque avoir l'effet un peu inverse de décrédibiliser un peu la philo. Ce qui est bête, hein, c'est vraiment du préjugé, mais... Mais après, c'est plus le genre de film qu'on va prendre comme objet d'une réflexion déjà construite, plutôt que comme point de départ d'une réflexion. Par exemple, on pourrait très bien prendre Pocahontas comme objet d'application de la notion d'ethnocentrisme, de comparer avec Avatar en montrant que c'est le même scénario finalement. Voilà, c'est pas des films qui sont le point de départ de la réflexion, mais qui sont un objet sur lequel on peut appliquer des notions philosophiques, par exemple, ou sociologiques.
Eh ben, on a encore beaucoup à faire. On n'est qu'à l'épisode 2, les enfants. C'est pour ça qu'on est là. Merci beaucoup, Alice, d'avoir mis sur la table ton exemple et ton expérience. Ça, c'est vraiment éclairant aussi. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de parler à la fois de l'expérience des élèves que tu as en face de toi, mais de la tienne aussi, de comment tu reçois au fil du temps et de tes visionnages du film 2001 différemment à chaque fois. C'était vraiment... Merci, Alice. Merci à vous. En guise de transition d'ici la prochaine chronique, j'avais envie qu'on poursuive un peu une des discussions qu'on a entamées la dernière fois. Je vous avais parlé du Québec et du Popcorn Gate. Alors si vous savez pas ce que c'est, c'est le moment d'aller réécouter le précédent épisode du podcast Une invention sans avenir, tout simplement. Mais on avait parlé de notre relation aux salles de cinéma. Sauf que avec la pandémie, on en a parlé tout à l'heure, nos habitudes sont vraisemblablement déplacées, même si de temps en temps au Québec, en ce moment, on peut aller au cinéma. J'aurais voulu savoir quelles étaient un peu vos habitudes de visionnement domestique des films à la maison, c'est-à-dire en gros quel est votre usage des plateformes de visionnage en ligne. Pour ma part, je suis abonné à Netflix. Je pense que je regarde en fait plutôt des séries que des films, même s'il y en a beaucoup. Et il y a quelques films québécois sur Netflix, ça m'aide un peu à parfaire ma culture pour m'intégrer. Mais je me demandais, parce qu'il n'y a pas que Netflix, je vais parler de quelques plateformes un peu alternatives, mais comment vous regardez-vous les films à la maison ? Alice. Non, mais moi j'ai Netflix aussi, mais je regarde de moins en moins de choses dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, il y a pas tant de choses que ça, ou alors il y a beaucoup trop, c'est difficile. Disney Plus aussi, pour les séries principalement. Ce qui est pratique avec ces sites-là, ces plateformes, c'est qu'elles ont des applications mobiles aussi, et je commence un peu à avoir un usage de regarder des choses sur mon mobile, notamment des séries, ou même plus récemment des making-of, parce que je suis vraiment trop contente. Il y a plein de making-of sur Disney+, et j'ai une passion pour ça. Et j'ai toujours rêvé d'avoir une plateforme où il y aurait tous les making-of de tous les films, parce que pour moi, c'est vraiment un truc qu'on a perdu avec le fait qu'il n'y ait plus de DVD. J'adorais les menus DVD avec les bonus, les scènes coupées et tout. Et là, Disney+, pour chaque film, ils mettent une dizaine de bonus à chaque fois. Donc c'est très, très sympa de pouvoir regarder ça. Ouais, ils ont été super forts sur ça, Disney+. Un gros avantage, je trouve, par rapport à la concurrence. C'est vrai, il y en a un peu sur Netflix. Moi, je viens de finir la série Schitt's Creek, et juste à la fin du dernier épisode, Netflix me proposait de regarder comme une sorte d'épisode making-of avec des entrevues, etc. Donc, je l'ai pas encore vu parce qu'il était trop tard. Mais ouais, il y a quand même, effectivement, comment on pourrait dire, on retourne un peu à des habitudes de DVD dans les plateformes. Intéressant. Raph, tu voulais ajouter ? Non, moi je me rends compte qu'il y a de moins en moins de plateformes qui fait l'unanimité quand même sur les trois grosses quoi en général. Et après c'est vrai que c'est intéressant, j'ai fouillé un petit peu parce que je savais que tu voulais en parler et en fait il y a plein de petites plateformes qui se montent qui sont intéressantes. Il y a Arte qui commence à faire un super boulot je trouve récemment avec notamment le fait de proposer chaque mois un programme un peu différent avec des vidéos pour teaser, pour donner envie de type voilà 3 bonnes raisons de voir tel ou tel film qu'on a mis là pendant un mois à dispo gratuite etc. Et puis après ils ont une version payante mais qui a souvent un partenariat avec pas mal de bibliothèques et d'universités, des choses comme ça, donc ça peut être des assez bons plans. J'ai découvert aussi il y a pas longtemps le site de streaming de la Cinémathèque française qui s'appelle Henri et j'ai trouvé ça fou. Il est formidable, mais oui parce que en fait alors là c'est vraiment un truc pour les amateurs de vieux films et un peu les geeks du cinéma parce qu'en gros je regarde un peu la page d'accueil et je ne vois que des choses que je connais pas et c'est que des raretés de l'histoire du cinéma et tout et c'est assez ouf de se rendre compte de l'étendue de ce qui a pu être produit à telle ou telle époque voilà. Et donc je sais qu'ils font un super boulot là-dessus donc moi j'aime bien ça. La plateforme s'appelle Henri avec un i en référence à Henri Langlois, le fondateur mythique de la Cinémathèque française. Et oui, il y a plein de belles choses. Moi je l'avais découverte, ils avaient diffusé un film documentaire sur le chanteur Christophe. Moi, vous savez que j'aime beaucoup les chansons et j'aime beaucoup Christophe en particulier. Et ouais, c'était assez chouette. Donc, j'avais vu ça popper sur mon Facebook puisque c'était un peu à l'intersection de cinéma et chansons. Alors là, la pub était arrivée sur mon Facebook. Mais ouais, Henri. Puis j'avais conseillé à mes étudiants. Il t'avait bien ciblé. Ouais, c'est ça. Cédric, toi, les plateformes Eh ben écoute, moi je suis abonné à ma médiathèque et la médiathèque à laquelle je suis abonné est elle-même abonnée à un service qui s'appelle la médiathèque numérique. Visiblement, c'est Arte et Universiné qui se sont liés pour proposer aux abonnés des médiathèques 5 documents, je crois, c'est 5 films par mois, qui sont des films souvent récents et puis on peut aussi accéder à des choses un peu plus anciennes. Donc c'est
le principal accès, on va dire, de mon côté au streaming, quoi. Et on peut parler aussi des plateformes pour enfants, je sais pas si c'est possible. Bien sûr. Voilà, ouais, mais pendant un petit moment, on était abonné à une plateforme qui s'appelle Benchy et qui propose des très très belles choses pour les enfants parce que c'est pas toujours évident de trouver des jolies choses à leur montrer. Ah oui, moi je vais bientôt avoir ce problème. Ma fille a 1 an et demi. Fait que Benchy, je me note. En plus, je vais le retenir parce que le Benchy, c'était le commentateur des films au Japon jusque dans les années 30 à peu près. Donc c'est pile dans mes champs de recherche habituels. Parfait. Moi, je terminerai peut-être en vous parlant de Mubi. Moi, je regarde beaucoup sur Mubi, M-U-B-I. C'est une plateforme plutôt tournée cinéma d'auteur, mais qui a beaucoup de variétés géographiques. Et ça, c'est pas évident non plus, notamment sur Netflix. C'est très américain, états-unien même, je devrais dire. Sur Mubi, il y a beaucoup de cinéma asiatique au sens large, Corée, Japon, Inde. Il y a des films d'Europe de l'Est aussi, pas mal, Amérique du Sud, Argentine, Chili, etc. Et puis pas mal de classiques états-uniens, français. Bon, ça, voilà, il y a de quoi faire là-dedans. Mais ce que j'aime bien, et tu le disais un petit peu, Raph, c'est qu'il y a un vrai travail de commissaire, un peu comme dans les musées, les expositions, là, de curating, comme on dit. L'idée de pas seulement proposer des films, mais donner envie de les voir aussi. Et ça, c'est la moitié du boulot, en fait, qui est pas toujours faite sur les autres plateformes. C'est ça. Parce qu'ils s'en foutent un peu, parce qu'elles sont déjà massivement consommées, là. Netflix, ils ont peut-être un peu moins besoin de faire ça. Ouais, je voulais ajouter un truc sur ça, d'ailleurs, c'est que Netflix, c'est vraiment fou l'hégémonie que ça a, et moi, je l'observe chez mes élèves, c'est la seule plateforme qu'ils ont, mais c'est même le seul moyen d'accéder au cinéma qu'ils ont. Et du coup, moi, je scrute tout le temps le catalogue Netflix, parce que quand il y a un nouveau film dessus sur lequel je travaille ou que je sais qu'enfin, les élèves pourront le voir. Là, récemment, Netflix a mis Ex Machina d'Alex Garland, et je me suis dit, ah super, enfin, les élèves vont le voir, parce que c'est la première question qu'ils me posent quand je leur conseille un film. C'est est-ce qu'il est sur Netflix ? Est-ce que c'est sur Netflix ? Ouais. Sinon, le film n'existe pas. C'est quand même vraiment embêtant. Bon, il y en a d'autres. Il y a d'autres types de cinéphiles qui vont dire est-ce qu'il est passé à la cinémathèque ? Et puis, c'est pas grave. On a tous nos expériences de visionnage. Est-ce qu'il y a moyen de le voir en salle ? Ouais, c'est ça. Bon, mais c'est sûr que dans votre cas-là, c'est hyper intéressant. Mais ouais, voilà, donc nos petits conseils plateformes de streaming. Bon, il y en a d'autres, on en reparlera, j'imagine, à l'occasion dans l'émission. Ça va être le moment pour Cédric, le moment bizutage de la première chronique de Cédric. Non, je devrais pas le dire comme ça. On n'est pas dans une école de commerce, tout va bien pour toi, Cédric. On est au contraire très très heureux. Tu as parlé de films de procès. Moi, j'ai dit tout à l'heure à quel point j'étais enthousiaste à l'idée de t'entendre là-dessus. Alors, je t'en prie. Eh ben, j'ai la chance d'avoir des enfants, et ce qu'il y a de bien avec les enfants, c'est qu'ils nous font revoir des films. Et il y a plusieurs films que j'avais envie de remontrer, en l'occurrence plutôt à ma fille, parce qu'elle est plus âgée. Et notamment, on a regardé Philadelphia. Et c'était vraiment une très belle expérience de revenir là-dessus, et ça nous a donné envie de revoir des films de procès, et ça m'a donné envie de m'interroger finalement sur le plaisir qu'on peut trouver à ça, et le côté un peu fascinant qu'il peut y avoir. Alors comme je me refais pas, j'ai fait un plan en 3 parties. C'est très français ça. Voilà, non c'est pour rire. Alors il me semble que le premier point qui me fait plaisir en tout cas, c'est que finalement à travers le film de procès, on a accès à une institution qui certes est publique, on peut aller voir les audiences, mais qui reste quand même pas mal opaque dans son fonctionnement avec ses aspects très formels. Et du coup, le cinéma nous donne accès à ça, et c'est un plaisir déjà, je pense, de voir tout simplement, de voir comment ça se passe, quoi. Comme un gamin qui va chercher à comprendre comment fonctionne une petite machine. De la même manière, on voit comment ça se passe. On pourrait éventuellement citer le film de Depardon, que vous avez certainement vu, 10e chambre, qui est un film vraiment impressionnant d'une certaine manière, et à la fois sur des cas très ordinaires. Qui est un film documentaire quand même, précisons. Oui, exactement, ouais, tu as raison. Alors c'est un des rares films, voire peut-être le seul, je ne sais pas si c'est exactement le cas, mais j'ai regardé sur la législation. En France, on ne peut pas filmer les procès depuis 1954, visiblement pour des raisons de dérangement, de distraction. Et il n'y a que quelques films qui ont été filmés parce qu'ils avaient une dimension historique. Donc il y a le procès Barbie, le procès Papon, etc. Ouais. Et plus récemment le procès des attentats de janvier 2015. Ouais, c'est pour ça qu'il y a toujours des dessinateurs de presse dans les salles, c'est ça ? Et oui,
Exactement. Et du coup, je trouve déjà que c'est une première. Ça nous laisse un petit peu peut-être éloigné de la sphère judiciaire quand on a la chance d'être éloigné de la sphère judiciaire. Oui, voilà. Voilà. Il vaut mieux le voir au cinéma c'est quand ça, même. Voilà. Donc c'est un peu le plaisir de loin. Et puis donc voilà, il y a quelque chose comme une sorte d'expérience qu'on n'a pas d'ordinaire en tout cas. Et ça, c'est la première dimension, je trouve assez fascinante. Du procès. Plus récemment, il y avait les extraits d'images d'archives du procès Eichmann, dont le film Hannah Arendt de Margaret von Trotta, qui était aussi intéressant de ce point de vue-là. Et je trouve que c'est une première forme de plaisir que j'ai pu avoir avec l'expérience du procès. Dans un deuxième temps, il me semble que ce que j'aime bien dans le procès, dans le film de procès ou on pourrait dire dans les scènes de procès, c'est que ça prend du temps. On est dans un espace où on va réfléchir à un cas et on va prendre le temps de le faire. Ce qui fait que finalement, c'est un cinéma peut-être pas trop cinématographique à première vue. On est presque au théâtre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le cinéma s'approprie en fait la mise en scène de ce truc-là, quoi, qui est pas trop cinématographique finalement au départ, quoi. C'est le temps pour constituer un dossier pour aller au procès. Je pensais assez récemment au film Dark Waters. Je sais pas si vous avez vu ce film. C'est sur les histoires de contamination des eaux par une grande entreprise. Donc on a un long travail de constitution d'un dossier pour aller au procès. Ouais. Et puis c'est bien sûr le temps de la délibération avec 12 hommes en colère, Henri Fonda qui demande de prendre le temps de ne pas se précipiter, voilà. Heureusement, sinon il n'y a pas de film, ce serait dommage. Oui. Quoi. Heureusement qu'il a eu l'idée. C'est ça, c'est pas bête, hein. Et du coup, d'ailleurs, je me demandais s'il y avait des films de procès qui seraient un peu comme un clip, quoi. Ça me semble impossible de filmer un procès comme un clip. Un film de procès, c'est pas action-réaction, c'est pas quelque chose qui serait haché, saccadé. On a une temporalité un peu lente, on prend le temps de voir un discours. C'est marrant, ce que tu dis. Moi, j'ai pensé tout de suite au film de Capra, un peu, où il y a souvent ces scènes de procès, genre Monsieur Smith au Sénat, tout ça. C'est pas forcément que des procès, mais c'est aussi parfois des scènes de délibération un peu longues, ou de dialogues qui sont interminables et qui sont entrecoupés de petits moments très très virtuoses, avec beaucoup de montage, avec des extraits de journaux, des gens qui crient, des vendeurs de journaux dans la rue, des choses comme ça. Et ça alterne comme ça les moments super longs et les moments hyper rapides. J'aime bien l'idée. C'est vrai, ça me fait penser alors c'est très mal traduit en français, mais dans Adam's Rib, ça doit être Madame porte la culotte, c'est assez horrible comme titre. Voilà, super les traducteurs. Il y a aussi des petites scènes comme ça qui font des sortes de petits intervalles un peu comiques face à la formalité du procès, effectivement. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est dans Mr. Deeds. Mr. Deeds Goes to Town qu'il y a une scène, ça finit par un procès justement de Capra. Il est assez cool ce film. Donc voilà, je me suis demandé si ça existait des films un peu clips sur les procès, et j'ai l'impression que c'est pas possible, mais vous me démentirez peut-être. Après, c'est des films où on va prendre plaisir, je pense, à la parole, quoi. Enfin, on va écouter, on va même filmer des gens qui écoutent. Dans Philadelphia, on voit un long travelling sur les gens très attentifs parce que ils sont concernés par ce qui se passe. On a des corps immobilisés, on a des spectateurs, des spectatrices. On est au cinéma, dans le cinéma finalement, quoi. Et il y a aussi, finalement, j'ai l'impression qu'on est toujours nous en tant que juge, finalement, on est à la place du juré. Dans Philadelphia, c'est très clair, hein, on voit les avocats qui s'adressent à nous. Et donc, on est obligé de réfléchir au cas, finalement. On est partie prenante, et je trouve que c'est un des chouettes aspects d'un film de procès, c'est que on peut pas regarder ça de l'extérieur, on est forcément impliqué dans le film, du simple fait de la manière dont c'est filmé, quoi. Après, je sais pas si justement, je fais appel à votre connaissance de films de procès, s'il y a des films de procès qui prennent d'autres partis pris. Est-ce qu'il y a des films de procès qui filment autrement, qui nous mettent pas dans la position d'un juré? J'ai pas ça en tête, mais je sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. Ah, moi je te dirais qu'il y a quand même un sous-genre qui serait le film d'avocat et d'avocate.
Oui, exact. J'en ai des films et des séries d'ailleurs, mais Oui. où on suit plutôt celui qui va défendre, peu importe qui on défend. Oui. Je pense en fait plus à des séries, mais il y en a au cinéma. Il y a Legally Blonde, ça aussi c'est très mal traduit et j'ai oublié comment. Mais bref, en série, il y a The Good Wife, Crazy Ex-Girlfriend et Better Call Saul, qui sont parmi les séries qui marchent bien en ce moment, qui sont des séries d'avocats. Et oui, c'est donc ça. Donc là, l'enjeu, c'est d'aller défendre quelqu'un. C'est pas de se faire un avis sur la personne, c'est de se dire, en fait, on s'en fout de l'avis qu'il y a sur la personne qu'il va falloir défendre parce qu'il va falloir la défendre. Exactement, ouais. Mais du coup, ça fait quand même une expérience morale de... c'est pas à qui est-ce que je donnerais raison dans le procès, c'est est-ce que je valide la conduite de cet avocat et le cas qu'il va décider de défendre. C'est ça. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est les films d'avocats, effectivement. On va faire des distinctions, tu as raison. Et du coup, alors c'est vrai que dans les films de procès, on est plus dans la réflexivité et dans la réflexivité sur des actes, sur des cas particuliers et sur l'événement, quoi. Donc, ce que j'aime bien aussi, c'est toute cette profondeur de compréhension de ce qui s'est passé, des motivations, des intentions. On voit bien que l'action humaine, elle n'est pas si simple à comprendre, que les agents eux-mêmes sont pas forcément au clair sur leur motivation, et je trouve que c'est quelque chose de très agréable dans un film de procès. Ça peut aussi être, puisque tu parlais des avocats, les stratégies des avocates face à un cas. Comment est-ce qu'on va convaincre les autres? Quel angle on va prendre? Dernièrement, j'ai regardé le film Denial, qui doit être traduit par le procès du siècle. On suit le procès... Oui, je sais pas si c'est une histoire vraie, hein, c'est le procès d'un négationniste qui accuse une historienne de diffamation parce que justement, elle l'a traité de négationniste. Bon, alors qu'évidemment, il l'est. Et donc, c'est assez clair pour nous en tant que juste personne regardant le film. Mais les avocats et avocates se demandent, mais comment est-ce qu'on va... quelle stratégie on va adopter? Et il y a des dilemmes horribles, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire parler les survivants de la Shoah? Est-ce qu'on va laisser parler les avocats, ou est-ce que l'historienne, on va la laisser parler? Et il y a des vrais dilemmes qui sont proposés, et c'est vraiment très intéressant de se poser ces questions-là, je trouve. Il y a aussi toute la réflexion sur l'acte lui-même et l'identité de la personne. Je ne sais pas si vous avez vu ce film récent, La fille au bracelet, de Stéphane Demoustier. Non, je n'ai pas vu. Alors, c'est un film sur un meurtre d'une jeune adolescente, et on suspecte sa meilleure amie de l'avoir tuée. Et en fait, les juges sont complètement désemparés parce qu'ils comprennent pas du tout la situation. On explore petit à petit l'identité adolescente de cette jeune fille, et c'est très difficile de la comprendre. Et d'ailleurs, c'est très explicite dans le film, puisque une des lignes de défense de l'avocate, c'est de dire qu'au fond, que savons-nous des jeunes, finalement, de la vie des jeunes, et dans quelle mesure on peut, nous, personnes plus âgées, dirons-nous, juger de ce qui se passe chez ces jeunes, et de ce qui peut nous sembler normal, pas normal, etc. Donc ça nous amène finalement à une sorte de réflexion sur les normes, les valeurs, ce qui compte en fait, ce qui est important, ce qui nous semble pouvoir former un socle de principes ou de règles qui seraient acceptables, discutables. Et il y a plein de films comme ça qui portent des valeurs. Enfin, évidemment, Philadelphia, c'est une critique de l'homophobie. On va retrouver des critiques de grandes entreprises dans Dark Waters ou dans Erwin Brockovich, quoi. Et du coup, c'est toujours l'intersection que j'aime bien entre, d'une part, des normes sociales qui peuvent être acceptables ou non, des règles légales qu'on peut aussi accepter ou pas, des conceptions particulières du bien, mais qui ne sont pas forcément partagées par les autres, et qui ne forment pas la base possible d'un jugement sur quelqu'un, et puis des principes de justice sur lesquels on peut s'accorder. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans les films de procès, cette réflexion sur les normes et les valeurs, finalement. Voilà, ça, je trouve que c'est aussi un truc qui est assez agréable. Et puis alors, le dernier point que je trouve vraiment intéressant dans les films de procès, c'est que
Au fond, un procès, c'est évidemment une enquête, c'est à la fois le résultat d'une enquête et une enquête. On s'interroge sur un cas particulier, une affaire, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ça peut déjà avoir son intérêt, hein, évidemment, mais derrière la situation singulière, il y a toujours une question plus générale qui est au fond la question de la vérité. Alors là, on aborde une question évidemment philosophique. Hein. Dans quelle mesure on peut dire herméneutique même ou pas? Allez, c'est important, c'est pour le thème. On y va, on assume l'herméneutique sans problème. Et du coup, c'est vraiment une question sur la possibilité ou non d'accéder à la réalité telle qu'elle s'est passée. Et là, il y a des films qui prennent des partis pris différents parce que parfois, on a accès à la réalité et ensuite il y a le procès. Parfois, on commence par le procès et se pose la question de l'accès au réel. Le film, parfois, prétend nous donner l'accès au réel. Parfois, nous laisse dans une position indécise. Et du coup, se pose vraiment la question de la possibilité de savoir ce qui s'est passé et de savoir finalement quel était le réel. Alors, je ne sais pas si vous vient des exemples de films qui posent bien cette question de la vérité. Alors là, comme ça, non, mais... Dans les films de procès, c'est pas évident. Ouais. Hein. Parce que, moi, il me semble qu'il y a un truc que j'ai... Alors, il se trouve que, du coup, on en a regardé plusieurs, donc ça aide. Voilà. Mais il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est l'usage, ou non, j'étais un peu sensible à ça, l'usage des flashbacks. Ah oui, qui sont censés figurer la réalité pour les spectateurs. Exactement. Donc là, on va avoir... différents types de flashbacks qui prétendent souvent donner le réel, dire au fond, on passe de la parole à la réalité telle qu'elle s'est passée, et qui semblent illustrer l'idée que la vérité, finalement, c'est simplement la correspondance entre ce qui est dit et ce qui s'est réellement passé. Et il y a des films, je pensais au film de Le Clouseau, La Vérité, qui est fait de plein de flashbacks. Alors, j'en fais une lecture très simple, il y a des lectures peut-être plus complexes, mais en tout cas, les premiers flashbacks dans ce film, c'est vraiment une sorte de plongée dans le réel, d'un point de vue cinématographique. Donc on a vraiment l'impression qu'on a accès au réel, qu'on sait ce qui se passe, quoi. Ouais. Et d'un coup, le film tranche, quoi. Il te laisse pas dans l'indécision de se dire est-ce que j'ai donné ma voix à la mauvaise personne, voilà. C'est ça, et ça nous donne en tout cas cette impression, parce qu'on est dans l'image, parce que l'image, pour nous, c'est juste causé par le réel lui-même, donc c'est la réalité qui se présente à nous. Donc forcément, il y a une sorte d'effet de réel. Mais finalement, ça reste une image. Et souvent, dans les flashbacks, ça part d'un personnage. Et dans le film de Le Clouseau, il y a des flashbacks comme ça qui partent de ce que dit un personnage et qui ensuite vont vers le flashback. De sorte qu'on peut toujours se demander si c'est la réalité ou un récit finalement, si c'est le récit en image, quoi. Donc est-ce qu'au fond on peut atteindre le réel lui-même, voilà, bonjour le réel, je suis là, ou est-ce que, voilà, ça pourquoi pas, hein, ou est-ce que finalement on a toujours des récits dans des récits dans des récits, je ne veux pas du tout évoquer Nolan, hein, je sais que c'est pas possible ici, j'ai bien compris, c'est pas mon objectif. Non, on t'avait dit que c'était interdit, on t'invite plus, oui, attention. J'aime bien ce qui est interdit. Donc il y a peut-être des flashbacks qui sont un peu objectifs ou des flashbacks qui sont peut-être subjectifs, et parfois on ne sait pas trop en fait. On ne sait pas trop ce qu'on a vu. Est-ce qu'on a vu juste le réel, ce qui s'est passé, ou est-ce que c'est un témoignage? Et un autre point qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a pas de flashback finalement? Justement, dans 12 hommes en colère, il y a pas de flashback. Oui. On est face à la nécessité de discuter d'un cas sans la possibilité d'accéder au réel lui-même. On n'a que des témoignages, quelques éléments sur le réel, mais on n'a pas accès au réel lui-même. On ne sait pas ce qu'il est vraiment. On peut seulement essayer de proposer des modèles qu'on essaye de rendre le plus cohérent possible avec l'ensemble des données disponibles. Et donc, c'est une approche où, finalement, le critère va pas tant être la correspondance avec le réel, parce que, de toute façon,
on n'y a pas accès. Ça va être plutôt la cohérence maximale des données. Ouais, typiquement dans 12 hommes en colère, on peut finir le film en se disant merde, est-ce que moi aussi j'ai été abusé par la démonstration qui avait été qui semblait cohérente, quoi. Exactement, ouais. Exactement, parce qu'on sait bien par ailleurs que la cohérence c'est pas forcément la vérité. Il y a un film qui s'appelle Pour elle, si je me souviens bien, avec Vincent Lindon qui essaye de défendre sa femme qui a été condamnée parce que tout va contre elle, en fait. Tous les éléments vont contre elle. Il y a une histoire vraiment cohérente. Elle a insulté sa patronne, je crois. Elle était présente au moment des faits. Il y a une marque de sang sur elle. Enfin, tout va contre elle. Et pourtant, il y a, si je me souviens bien, un flashback qui montre que c'était pas ça, quoi. Mais dans la vie, on n'a pas de flashback, quoi. Et oui, les films où il n'y a pas le flashback, c'est ceux-là qui sont réalistes du point de vue du système de justice, quoi. Donc les films réalistes, c'est ceux qui ne donnent pas accès au réel. C'est ça? Oh, c'est beau ça. C'est très beau. Mais en termes de droit, je pense que ça se formule sous la relation entre la preuve puis la conviction. Quoi, c'est ça, on n'a pas accès au réel, mais à des traces qui peuvent être invoquées comme preuve. Puis la vérité, on n'y a pas accès non plus. C'est ça. Sur la base de quoi on juge? En France, en tout cas, ça se formule comme ça, l'intime conviction. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a un film qui s'appelle comme ça, que j'ai pas vu, mais qui s'appelle justement comme ça, l'intime conviction. Ouais. Et oui, puis il y a aussi des films où vraiment, il n'y a pas un flashback, mais il y a des flashbacks. Et alors là, on est face à la multiplicité des interprétations, des herméneutiques, dirons-nous. Et là, on est encore peut-être plus dans une situation difficile, puisqu'il y a même pas d'histoire cohérente qui émerge, et il faut prendre une décision, puisque une des peut-être un des intérêts du film de procès, c'est qu'il nous force à décider. On est obligé de décider. Et d'ailleurs, pour faire un petit rapprochement avec les situations pédagogiques, il y a une démarche en philosophie pédagogique qu'on appelle la démarche procès, où justement, on va mettre les élèves en situation de faire le procès d'une affaire pour justement les forcer à juger en prenant en compte des données et en prenant en compte un cas particulier à travers lequel il y a des enjeux plus généraux, plus importants. Et c'est une démarche qui marche bien, parce que les élèves, ils sont pris à partie, ils sont dedans, et ils sont engagés dans l'activité de jugement. Et les films de procès, finalement, peut-être nous aident aussi nous apprennent à juger, finalement, à voir d'après quoi on juge, peut-être à remettre en question certains critères de jugement, certaines conceptions qu'on aurait, et donc il y a une vraie réflexion peut-être aussi sur soi, in fine, qui peut être intéressante, je pense, dans les films de procès. Absolument. Et ça fait en plus la boucle avec ce que disait Alice sur comment on peut aussi susciter de l'intérêt pour des questions aussi importantes que celle-là, celle de la vérité. C'est intéressant. On a beaucoup discuté pendant la chronique, alors on va peut-être pas y rester trop longtemps pour enchaîner, mais c'est intéressant. Je me suis posé une question, moi, c'est en fait de voir autant de films de procès, est-ce que ça t'a mis en valeur l'absence de la justice dans plein d'autres genres de films? Et je pense aux films d'action, par exemple, en fait, où le seul archétype de la justice, plus ou moins vaguement, c'est le policier. Et je le mets au masculin parce que c'est souvent un homme, mais où les films généralement d'action, où tu tues des gens, où tu détruis tout et tout ça, où il n'y a pas l'idée de justice, de punition, de jugement nulle part ailleurs. Alors on l'a parfois, mais je trouve sous la forme, alors on fait une distinction souvent en philosophie entre vengeance et justice, et je crois qu'on la retrouve dans les films, puisqu'il me semble que c'est bien un genre à part que les films de vengeance, en fait. Il y a des films de vengeance, des films de revanche, et ce qui est intéressant, c'est que ces films, ou séries, puisqu'on pourrait dire que Dexter est un petit peu entre la figure de la vengeance, mais aussi il se prétend justicier, d'une certaine manière. Voilà, mais il est littéralement policier, donc ça. Et oui, en plus. Et il y a justement un cinéma action-réaction dans le générique. J'ai re-regardé ce générique. Au tout début, il y a un moustique
qui pique Dexter en gros plan. Le plan s'écarte un petit peu et paf, Dexter éclate le moustique. Action, réaction, c'est le cinéma pif-paf, quoi. Il y a une justice vraiment très immédiate sur le moustique. Voilà, c'est ça. Et donc, il peut y avoir ça qu'on n'a pas dans le cinéma de procès parce qu'il y a le temps. Il y a nécessairement le temps de la délibération, de la constitution d'un dossier. Sauf qu'il y a quelques films, évidemment, il y a plusieurs films qui jouent sur le temps de la vengeance, parce que la vengeance, elle peut être mûrie, elle peut être réfléchie, mais c'est vrai qu'il y a quand même, il me semble, des traits qui diffèrent, parce que le film de vengeance, il part d'une situation, mais cette situation, elle est jamais réinterrogée. C'est juste ça. Le point de départ de la vengeance. Voilà. Elle est donnée, c'est une donnée. Il y a eu tel fait, on va se venger. C'est juste la cause de la suite, quoi. Alors que dans le cinéma de procès, on revient sans cesse, on fait toujours un retour sur les faits, en fait. On est vraiment dans une démarche réflexive jusqu'au bout où il n'y a pas une donnée qui serait la donnée absolue à partir de laquelle on va juste agir, quoi. À moins que le but ce soit de montrer justement le côté un peu gratuit de la vengeance. Je pense à Mystic River par exemple de Clint Eastwood où t'as ce jeu avec finalement t'as cru pendant tout le film que c'était une donnée alors que à la fin ça va devenir autre chose. Mais voilà. Exact. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez rare et du coup ça devient un mécanisme narratif. Ça devient un retournement de situation ultime en toute fin de film, quoi. Voilà. Ouais, je pense que sur l'absence de la justice dans la plupart des films, ou peut-être dans les films grand public aussi, c'est que, en fait, par rapport à tout ce que tu as dit, on le comprend, c'est pas très sexy, la justice. C'est vrai. Et je pense que c'est pour ça, c'est toute la thématique des films de super-héros. C'est que la justice, c'est pas sexy, et que la vengeance et se faire justice soi-même, c'est beaucoup plus cool. Et c'est ça qu'ils nous disent toujours ces films de super-héros. Oui, c'est pour ça que Double Face, c'est un méchant dans Batman, alors qu'il est procureur à la base. Tout à fait. Si je me trompe pas. Ça dépend peut-être des versions. Et qu'on le fait passer pour un gentil, mais ça ne trompe personne. En tout cas, chez les spectateurs. Eh ben, on a de quoi, de deux choses l'une, se poser beaucoup de questions, là. Vérité, preuve, conviction, justice, etc. Mais aussi regarder beaucoup de films. Des films de procès, des films d'avocats, des films de vengeance, il y en aura pour tous les goûts. Merci Cédric d'avoir mis sur la table ce sujet-là et ce sous-genre cinématographique. Et oui. Et puisque je vais faire la transition, puisqu'on a parlé de 12 hommes en colère et de la place des hommes justement dans la délibération, c'est Alice qui nous a fait une proposition. Et si on se faisait un mois sans hommes, Alice? Alors je te laisse expliquer le principe, mais c'est quand même relativement transparent. Je pense, mais je vais vous raconter comment j'ai eu l'idée. Oui. Parce que récemment, j'ai revu Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était agréable de voir un personnage féminin super sexy, intéressé par l'apparence, la mode et tout, mais sans aucun regard jugeant sur ça, ou objectifiant ou malsain. Et je me suis dit, mais oui, évidemment, ça se voit que c'est filmé par une femme. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de voir plus de films de réalisatrices, et ça m'a fait penser à Alice Coffin, qui a sorti un livre qui a fait très polémique récemment, Le génie lesbien. On a eu une grosse polémique en France dans les médias à cause de ce petit bout de phrase « Il faut éliminer les hommes ». Oui, quand tu dis « on s'en exclut, nous. Hein. » Alors, on a eu droit à la polémique aussi, mais bon, on s'en serait bien privé. On a eu droit à la polémique, ouais. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'elle dit de manière développée, c'est très intéressant. Hein. L'idée, c'est que nos imaginaires sont colonisés par des œuvres d'hommes et que ça pourrait être intéressant d'essayer d'éliminer de temps en temps ou tout le temps, si on a envie, les œuvres des hommes de nos esprits, de nos représentations. Et elle nous dit, en partageant son expérience, je ne lis plus les livres des hommes, je regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique. Et donc c'est ce que je vous propose. Et si on essayait pendant un mois, concernant le cinéma, de ne regarder que des films de femmes, que des films de réalisatrices, et de voir ce que ça va produire chez nous. Et jusqu'au prochain podcast, on se lance ce défi, puis après on fait le bilan. Qu'est-ce qu'on a pu observer? Qu'est-ce que ça change? Au contraire, qu'est-ce que ça change pas? Etc. Moi, j'en suis, absolument. Ben, ouais, je signe aussi tout de suite. Très bien. C'est hyper intéressant comme expérience. Est-ce que tu as préparé une sorte de petite liste de conseils en plus de ce programme qui est un peu objectif, là, il faut que ce soit
faut que ce soit pas un homme à la réalisation, disons-le de manière inclusive, mais en plus on pourrait donner des conseils. Ouais, T'as j'ai commencé préparé à ça faire une petite liste. Alors, j'ai des films de plein de styles différents. Je vous en donne comme ça un petit peu en vrac. Pour continuer sur Coppola, j'avais toujours pas vu Virgin Suicides, donc pourquoi pas. Et puis Zero Dark Thirty de Bigelow, qui me tentait bien aussi. J'avais raté Mignonne. Je me souviens plus du nom de la réalisatrice. Oui, sur les concours de Miss. Sur les concours de effectivement, Miss, de Doucouré, je crois qu'elle s'appelle. C'est ça. De Varda, j'ai toujours pas vu, l'une chante, l'autre pas, mais évidemment, si vous n'avez pas vu grand chose de Varda, foncez, il y a énormément de Ouais, choses. vous avez quoi faire un mois complet avec juste Varda déjà de Ouais, base. si on a envie de voir un peu plus des films super-héros, on peut aller voir Wonder Woman, ou alors certains des derniers films Marvel qui sont également réalisés par des femmes comme Captain Marvel, qui est Oui. très très bien. Oui, il me semble. Ouais. Oui. En revanche, Marvel, c'est quand même pas glorieux. Hein. Je pense que ça fait comme vraiment depuis très très peu de temps qu'il y a des femmes à la réalisation. Non, et ils s'y mettent depuis très peu de temps, mais tous leurs prochains films sont prévus réalisés par des femmes. Et la dernière série, là, Falcon et le soldat de l'hiver, est réalisée par une femme. Donc en fait, vous avez de quoi faire. Le problème, c'est toujours qu'on invisibilise les films de femmes, mais il y en a. On n'en parle pas. Ah oui. On oublie qu'il y a des réalisatrices, on le mentionne pas. Quand c'est un film de femmes, on ne parle que du producteur ou des scénaristes, etc. Ou des acteurs. Oui, dans le système hollywoodien, c'est souvent ça. Si on fouille un peu, on en trouve plein. Donc voilà. Mais on va fouiller aussi sur les plateformes. On en parlait tout à l'heure. On pourrait mettre une petite liste de conseils là sur un. Ouais, on réfléchira à ça. Ouais. Et Internet, puis on va évidemment, regarder. on vous invite, les auditeurs et les auditrices, à essayer de faire ce défi avec nous aussi. Et puis vous nous direz si ça a changé votre vision du cinéma, si vous avez découvert des chouettes films dont vous voulez parler. Nous, on est preneurs de plein de conseils. Et contrairement à ce qu'on dit beaucoup de vieux réacs à propos de la polémique qu'ils ont fabriquée tout seuls autour d'Alice Coffin, ça ne s'appelle pas de la censure tout ça. Hein. C'est juste choisir d'éduquer son regard. Eh ben parfait, on se fait un mois sans homme grâce à Alice. Bon, on verra si on y arrive, hein, déjà. Parce que, bon, c'est sûr que voir des films de femmes, ça c'est assez facile, mais est-ce qu'on va aussi réussir à ne pas regarder de films d'hommes? Ça c'est aussi très différent. C'est la difficulté d'un défi, hein, c'est qu'on a le droit de le perdre aussi. Hein. C'est ça, peut-être qu'on perdra, on verra. On va essayer de pas, mais on sait pas. C'est pas ce qui peut se passer. Vous pouvez tricher aussi, mais c'est pas très honnête. Non. Eh ben, on en reparlera dans la prochaine et avec plaisir. Le mois sans homme. Merci Alice pour ce petit défi, proposition de visionnement cinématographique. Raph, c'est toi qui va conclure cette émission avec plaisir. Toujours sous le signe de l'herméneutique. Hein, je l'ai dit comme une blague, mais maintenant c'est rentré dans les esprits, je pense. C'est le thème, c'est complètement le thème. C'est bon. Tu te demandes qui cherche des messages dans les films et pourquoi. Exactement, et je suis parti d'une idée reçue qu'on retrouve assez souvent quand on parle de cinéma, c'est l'idée que certains films peuvent être des allégories, des métaphores, qui seraient tellement développées qu'elles auraient pris la dimension d'une œuvre entière, et que toute l'œuvre pourrait être une métaphore de telle ou telle chose, ça peut être philosophique, ça peut être politique, ça peut être plein de choses. Et que donc, finalement, au-delà du film à voir, il y aurait un message à comprendre dans le film, un message plus ou moins caché, plus ou moins difficile à saisir. Et du coup, ça, c'est une idée qu'on retrouve vachement dans l'idée, dès qu'on commence à interpréter des films. Et en fait, en vrai, tout le monde le fait. Il n'y a pas besoin de savoir ce que ça veut dire qu'herméneutique pour commencer à interpréter les films qu'on voit. Heureusement. Donc, les Monsieur Jourdain de l'herméneutique. Et donc, bon, moi je vais pas chercher à savoir si c'est bien ou mal ou si on a raison ou pas de le faire, déjà parce que ça dépend du film, il n'y a pas de loi générale, il y a des films qui marchent, il y a des films qui marchent pas. Et du coup, moi, la question que je me posais par rapport à ça, c'est plutôt, voilà, qui cherche des messages dans les films et surtout, pourquoi ils le font, c'est-à-dire quel intérêt on a à faire ça. Et je vous propose un petit panorama de ce que, alors un peu caricatural peut-être, mais des publics et de leur discours aussi sur le besoin ou non de chercher des messages, de chercher du sens. Moi, j'ai hâte qu'on arrive au moment où on décrypte des complots mondiaux et de ce genre de choses. Alors justement, tu parles de complot mondial, et pour moi, la première catégorie, quand je pense à ça, c'est la catégorie de ce que j'ai appelé des critiques un peu sensationnalistes, qu'on trouve beaucoup sur Internet, qu'on trouve beaucoup sur YouTube, etc., et qui vont avoir parfois ce type de discours à base de « voici le message caché de tel film, vous ne l'avez pas compris, mais c'est en réalité une métaphore, et alors là, ça peut être du communisme, du fascisme,
du terrorisme, etc. Etc. Vous n'aviez jamais compris ceci sur le film, même maintenant que je vous l'ai dit, vous ne pourrez plus ne pas y penser, etc. C'est des mécaniques qu'on retrouve dans beaucoup d'articles, beaucoup de blogs, beaucoup de vidéos, et maintenant qu'on maîtrise beaucoup, je trouve, à notre époque. En général, il faut lire l'article jusqu'à la fin. Tout l'article fait que décrire des choses qu'on connaît, puis il reste une ligne à la fin. Oui, voilà, la 5e herméneutique va vous surprendre. Et à la fin, en fait, la 5e, c'est un placement de produit. Bon, voilà, le point intéressant dans cette histoire, en fait, c'est que ça permet de légitimer des films. Et moi, ça me semble avoir quand même un intérêt. C'est-à-dire que ça donne de l'importance à des objets populaires, à des objets qui, en général, sont produits à une échelle industrielle, sont le résultat d'une volonté de simplement peut-être nourrir un affect de fans et des choses comme ça. Donc, qui sont des produits de consommation, mais qui ici prennent une autre ampleur. Et ça, c'est quand même un truc intéressant et qui, je pense, donne de l'importance vraiment aux œuvres. Et accessoirement, c'est aussi une bonne manière, non pas tant de donner de l'importance au film, mais de se donner de l'importance à soi-même, évidemment, parce que en tant que critique, on peut dire qu'on a vu plus loin que tout le monde, on peut dire qu'on a su déceler le message qui était réservé aux plus fins observateurs, et donc il y a une plus-value symbolique un peu intéressante là-dedans. On aime les critiques ici, hein. Oui, mais en même temps, tout le monde le fait. Enfin, on a tous ce réflexe-là, et on a tous le réflexe de se donner de l'importance. Je sais pas, par exemple, en faisant un podcast pour dire qu'on connaît des trucs sur le cinéma, tu vois. Bon, voilà. Et alors, le problème de cette posture, c'est que d'un côté, ça peut tomber très vite dans l'évidence. C'est-à-dire, waouh, insane, Avatar, en fait, c'est une métaphore de la colonisation et du massacre des autochtones. Ok. Soit, de l'autre côté, ça peut vite devenir un peu fumeux. Parce que fatalement, en fait, les films résistent à l'interprétation. Aussi fort qu'on soit dans l'herméneutique, les films vont résister. Un exemple un peu au hasard, mais que j'aime bien, c'est les films de doppelgangers, donc des doubles, des films un peu fantastiques, comme quoi je reviens toujours sur mes obsessions, vous avez vu, qui sont des très bons clients de la lecture allégorique, parce que ça reprend des peurs assez fondamentales de voir un double de soi-même, ça prend des peurs sur l'identité, la ressemblance, la possibilité que quelqu'un qu'on aime soit remplacé comme ça par une force implicite, bref. C'est un bon réservoir de fantasmes. Et j'ai pensé à un cas assez récent qu'on a eu avec Us, de Jordan Peele, qui avait marqué les esprits un petit peu Peele avec son film précédent, mais qui était assez simple à analyser finalement, Get Out. Oui. Et avec Us, les critiques se sont un peu plus cassé les dents, et du coup ils ont été contraints de donner plein de pistes un peu contradictoires, c'est-à-dire que donc c'est l'histoire de doubles maléfiques guidés par une espèce de messie, et donc les doubles pour certains évoquent des légions de prolétaires communistes qui se vengent de l'Amérique. D'ailleurs ils sont habillés en rouge dans le film. Ah bah oui. Voilà. Ça c'est bien une preuve. Ou alors c'est des Illuminati, mais bon ça... Voilà, c'est ça. Et oui, et justement, et de l'autre côté, il y a pas mal de blogs, d'articles qui disent, peut-être ils sont guidés par un message religieux, par une espèce de prophète, etc. Et donc, ce serait plutôt une critique du puritanisme, etc. Donc bref, on est en fait contraint de faire plein de propositions et des pistes qui parfois sont contradictoires. Peut-être que c'est parce que le film, il est un peu moins bien écrit que Get Out. Mais bon, ça n'engage que moi. J'avoue qu'il y a des défauts dans Get Out, mais bon, on pourra y revenir plus tard, je sais pas. Bref, et c'est marrant parce que j'ai pensé à ça au moment de la sortie du film, parce que justement dans les classiques du genre, il y avait déjà cette ambiguïté. Un des grands classiques du doppelganger, c'est Invasion of the Body Snatchers, de Don Siegel, qui sort dans les années 50, et il sort donc en pleine guerre froide, et à ce moment-là, on a d'un côté tous les critiques qui ont vu une métaphore criante de l'uniformisation soviétique, tout le monde est pareil en URSS, etc. Et donc il y a des doubles de soi-même, et de l'autre côté, des gens qui ont dit mais non, c'est une critique du libéralisme, de la consommation, où on est tous des consommateurs aveugles qui faisons les mêmes choses comme des zombies, etc. Donc en fait, deux lectures qui sont parfaitement opposées, mais pour lesquelles on peut pas vraiment décider laquelle est la bonne. Et donc c'est ça qui est bien avec les allégories, c'est que finalement tu peux dire un peu tout et son contraire, et que le film te donnera toujours de quoi faire les deux. Alors voilà, ça c'était un peu la première catégorie. La deuxième catégorie, qui est un petit peu au milieu, un petit peu la version modérée, centriste, c'est les professionnels du cinéma, donc les cinéastes, les acteurs, les actrices, qui eux sont plutôt enclins à dire qu'ils veulent avant tout raconter des bonnes histoires. Ils sont souvent un peu gênés avec l'idée que leur film puisse avoir un message à interpréter, parce que je pense que le risque ce serait de nier un petit peu la partie la plus originale de leur travail, c'est-à-dire la partie créative. Et
je parlais des Body Snatchers tout à l'heure, Don Siegel, ses producteurs, etc. à l'époque, ont jamais confirmé ni infirmé les pistes d'interprétation qui avaient été avancées par les uns et les autres, parce que je pense que dans le fond, ça les desservait un peu. D'un côté, ça divisait leur public, et donc s'ils prenaient position, ils prenaient position contre la moitié des gens, et d'un autre côté, ils aimaient bien, je pense, l'idée d'entretenir un espèce de flou autour de l'interprétation, parce que ça produit des discours, et puis ça produit un petit peu d'émulation autour du film, quoi. Et oui, puis si tout le monde a raison, l'avantage c'est que tout le monde pense avoir compris le film, donc tout le monde est du côté du film, même voilà. si tout le monde peut s'opposer sur le fond. C'est un peu ça, ouais. Et du coup, voilà, cette espèce de pudeur chez les professionnels du cinéma, ça m'a fait penser à un trait d'esprit qu'on retrouve assez souvent, comme quoi, si vraiment le cinéma n'était qu'un moyen de faire passer un message, il y aurait d'autres manières bien plus simples de le faire et bien moins coûteuses, parce que mine de rien, oui. plusieurs centaines de millions juste pour délivrer un message que tu pourrais écrire sur une feuille, voilà. C'est peu rentable. J'ai trouvé plusieurs exemples de ça, et c'est marrant parce que c'est vraiment, dans toute l'histoire du cinéma, on en retrouve. Frank Capra, dont on parlait tout à l'heure, donc un cinéaste hollywoodien qui a sorti pas mal de films ultra célèbres dans les années 30, qui dans son autobiographie, cite un autre grand cinéaste hollywoodien de l'époque, Howard Hughes, auquel il attribue une formule emblématique qu'il reprend lui-même, qui dit « Quand je veux envoyer un message, j'utilise Western Union ». Sous-entendu, pas des films. Et c'est pas très sûr que la citation soit vraie, mais c'est resté comme une espèce de truc gravé dans le marbre à Hollywood. Quand on veut envoyer un message, on fait pas un film. Quand on fait un film, c'est un truc plus compliqué que ça. Et c'est marrant parce que je l'ai retrouvé donc à 50 ans de distance, je pense, quelque chose comme ça, chez un cinéaste français qui s'appelle Yves Boisset, qui est donc un des grands cinéastes politiques de l'après 68 en France, et qui, à propos de son film Le Sceau de l'Ange, disait à la sortie du film, tout le monde a voulu y voir un brûlot politique dont le film n'avait pas forcément la vocation, et il essaie de mettre un peu à distance le truc. Et il raconte une interview de l'acteur principal, qui s'appelle Jean-Yann, qui est apparemment interviewé par un journaliste un peu trop gauchiste, et qui lui demande « Alors, Jean-Yann, c'est surprenant de vous voir participer à un film militant, quand même ?» Et Jean-Yann répond « Non, j'ai pas l'impression d'avoir participé à un film militant. J'ai juste touché plein de pognon pour tourner un polar et me marrer avec mon pote Boisset. » Et l'autre est quand même genre, mais non, mais c'est quand même un film à message. Il est sûr de son truc, le journaliste. Ouais. Non, mais le journaliste insiste, tu vois, on est après 68, ils essayent de fouiller un petit peu pour faire sortir le truc. Et l'autre dit non, c'est pas un film à message, c'est un polar. D'ailleurs, si vous avez envie d'envoyer des messages, il y a un truc qui marche très bien pour ça, c'est la Poste. Alors, plusieurs remarques là-dessus. D'abord, non, ça marche pas très bien, la Poste. Enfin, c'est pas une très bonne vanne. Entre la France et le Canada, en plus, je peux vous dire que des fois, ça prend longtemps. Ouais, exactement. Et ensuite, c'est marrant parce qu'entre les deux, on retrouve littéralement le même argument, en fait, avec le même effet de bon sens un petit peu, c'est-à-dire que en tant que professionnel du cinéma, tous ces gens, que ce soit Hughes, Capra, Boisset, Yann, etc., ils ont tous le même intérêt. C'est qu'on évite à tout prix la caricature de leur travail. Qu'on évite de le ramener à des choses un petit peu trop terre à terre. Sauf qu'en fait, quand on regarde avec un peu de distance, il y a quand même une grosse hypocrisie là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait un hasard si les deux personnes que j'ai citées, donc d'un côté Frank Capra et Yves Boisset, ce soient deux des cinéastes les plus engagés de leur époque. Alors, pas forcément dans le même sens. D'un côté, Capra, c'est un espèce de démocrate, patriote, un peu naïf, qui croit vraiment dur comme fer au rêve américain, parce qu'il en est peut-être le produit aussi, oui, etc. Il a vécu un peu. Voilà, c'est ça, parce qu'il est fils d'immigrés italiens, etc. Et de l'autre côté, c'est vraiment le gauchiste de service du cinéma post-68 français, etc. Donc bref, c'est pas du tout les mêmes origines, les mêmes motivations, mais en tous les cas, ils sont tous les deux très préoccupés par la politique, ils ne sortent quasiment... Enfin, quand on regarde leur œuvre, c'est quasiment que des films sur la politique, quoi, et tous les deux, ils sont là, mais non, quand même, c'est autre chose, vous avez mal compris, etc. Et puis alors, à l'autre bout du spectre, il y a qui ? Il y a les cinéphiles un petit peu traditionnels de ce que moi j'appellerais peut-être la grande tradition un peu française de la critique de cinéma, sur le mode, ok, c'est bien, dans les films, il y a des intrigues, il y a des histoires d'amour, de vengeance, des quêtes, des méchants, des explosions, des messages, mais en vrai, et là tout est dans ce « en vrai », c'est pas ça qui compte. En vrai, le film qu'on a sous les yeux, c'est un film sur, et là, insérer un truc un peu abstrait, un peu poétique. La fameuse formule « un film sur ». Un film sur. Toi aussi, tu l'as remarqué, je suis trop content. Non, mais c'est vrai, on a toujours ça, c'est un gros cliché de la critique, et en même temps, c'est vrai qu'on a envie de dire ça. C'est un film sur la vie d'Adèle, un film sur la construction de l'identité, l'homosexualité. Non.
c'est un film sur un corps. C'est un film sur un visage, c'est un film sur une bouche. Voilà, vous voyez ce genre de truc. The Tree of Life, oui, l'épopée de l'humanité, la création, tout ça, mais c'est un film sur les mains, quand même. C'est un film sur quelqu'un qui aime filmer les mains. Ou les films de Gaspard Noé, dernier exemple. Il y a des sujets faciles dedans, un peu putassiers, le sexe, la drogue, la violence, etc. J'avais et puis, pas remarqué, il y a moi, le fait que ce soit d'abord et avant tout des films sur la lumière, finalement, sur la granularité de la lumière. T'avais Bref. pas remarqué. Vous voyez, il y a un peu ce cliché, ce lieu commun de la critique qu'on a tous un petit peu ancré en nous parce qu'on vient de ce truc-là, évidemment. On blague, mais on l'a tous fait un petit peu quand même. Mais bien sûr, on l'a tous fait. Et le pire, c'est que dans le fond, c'est pas forcément faux. Ça permet en même temps de mettre de côté le sujet le plus évident du film, mais en insistant sur quelque chose qu'on a remarqué et qui permet d'enrichir un petit peu la lecture. Et là, évidemment, comme dans les autres versions, ça permet de se distinguer aussi, évidemment, de la masse des personnes qui n'auront pas vu ces considérations un peu plus nobles, etc. Donc il y a toujours le double truc. C'est-à-dire à la fois ça enrichit la lecture et à la fois il y a un risque de violence symbolique qui est énorme dans ça. Mais voilà, ça peut être bien fait. Et le truc qui m'intéressait, c'est que cette posture, en fait, elle a une histoire. Et une origine assez précise, c'est l'apparition de la nouvelle critique de cinéma en France au tournant des années 50-60, autour des cahiers du cinéma, de la génération qui deviendra celle de la nouvelle vague, etc. Et donc, l'idée à l'époque, c'est que tous ces jeunes gens qui seront plus tard des cinéastes, mais qui sont d'abord avant tout des critiques à ce moment-là, leur but, c'est de réhabiliter des films populaires, justement. C'est pas du tout un but élitiste, méprisant, etc. C'est justement de réhabiliter des films américains, des films de genre, qui à l'époque seraient un petit peu méprisés par la bourgeoisie française, justement. Et donc, ils vont mettre en avant les qualités artistiques de ces films. Ils vont dire, bah non, il y a pas... vous vous concentrez sur les trucs les plus vulgaires, sur les affaires de meurtre, sur les gangsters, etc. Mais il y a aussi des qualités artistiques. Et donc, ça part, en fait, finalement, d'une bonne intention. Sauf que poussé à l'extrême, ça peut devenir un peu problématique. Et par exemple, il y a un exemple qui m'a toujours fait un peu halluciner, c'est que à l'époque, les cahiers du cinéma et ces jeunes rédacteurs sont très fans de Samuel Fuller. Samuel Fuller, je sais pas si vous l'identifiez un petit peu, c'est un cinéaste américain qui est effectivement assez brillant sur certains points, mais assez problématique sur d'autres, pour ne pas dire plus. C'est-à-dire qu'il se réclame d'extrême droite, il est très patriote, un peu raciste, il est très anticommuniste à une période en plein macartisme, donc à une période où c'est pas juste on n'aime pas trop Fabien Roussel, quoi. Ouais. C'est anticommuniste, genre il faut les dégager d'Amérique, voire les pendre. Donc voilà. T'avais dit un peu problématique. Hein. Voilà, un peu problématique. Voilà, vous voyez que... Non mais j'essaye de me rattraper parce que déjà toi tu proposes de censurer les films d'hommes et tout, donc voilà, je nous rapatrie un petit peu l'électorat macroniste et plus. Tu cancel Samuel Fuller là, si je peux me permettre. Je cancel Samuel Fuller direct. Donc voilà. Et bref, les cahiers sont très fans de Samuel Fuller à l'époque. Et justement pour sauver un petit peu ces films, on va déplacer un peu le point de vue. C'est-à-dire que ce qui compte dans ces films, ce sont pas ses idées un petit peu fascistes et tout, c'est son sens de la mise en scène. Et on a même un des critiques les plus à gauche des cahiers du cinéma de l'époque, qui pourtant sont pas suspects de gauchisme radical à l'époque, mais qui donc est un des critiques les plus à gauche de l'époque, qui s'appelle Luc Moulet, qui écrit un article pour dire que Fuller, on se trompe en disant qu'il est de droite, il est ni de droite ni de gauche, mais il est simplement ce mot qui est génial, je trouve, il est philopode. C'est-à-dire, il est ni de droite ni de gauche, il est philopode. Il aime les pieds. C'est-à-dire qu'il aime les pieds. Voilà, il aime les pieds. Un truc qu'on retrouve un petit peu d'ailleurs maintenant avec, on dit parfois ça de Tarantino, enfin on dit pas philopode, oui. On dit fétichiste, mais on dit souvent qu'il fétichise des pieds, Tarantino, il y a un côté comme ça. C'est quand même un peu étrange, c'est qu'on a un pied droit et un pied gauche pour la plupart des gens. Ouais. Il y a quelque chose il y a de un manqué, pied d'extrême droite. Il y a quelque chose qu'ils ont raté avec l'idée de dire que c'était pas de droite ou de gauche, mais bon, bref. En tout cas, voilà, vous voyez, il y a déjà cette logique finalement de déplacer les aspects gênants vers des sujets purement esthétiques où, comme tu disais tout à l'heure, Robin, personne ne peut vraiment être en désaccord. Et donc voilà, bon, ça c'est un petit peu les trois grands groupes que j'avais identifiés là-dessus, et donc voilà, tout ça pour conclure sur le fait que l'idée qu'on puisse réduire un film à un message, c'est évidemment quelque chose de très problématique. Ça rend pas toujours justice au travail de cinéaste, au travail de création, vraiment, et donc se focaliser sur ce dont le film pourrait être la métaphore ou l'allégorie, finalement, ça nous conduit parfois à ne pas avoir ce qu'on a sous les yeux, à manquer une dimension importante de l'œuvre. Mais d'un autre côté, et là c'est vraiment le renversement que j'avais envie de faire, c'est que ça n'empêche pas qu'il y a des films qui défendent quelque chose. Il y a des films qui ont des idées franches sur le sujet dont ils parlent. Ça les résume pour autant pas à un message très simple, mais ça fait qu'il y a des films qui ne sont pas ambigus. Ça existe, et c'est même tant mieux. Le problème, c'est que dans un certain milieu, il y a parfois une forme de condescendance envers ces films qui sont un peu trop francs, un peu trop affirmés. On va dire que c'est un peu partisan, que c'est un peu manichéen quand on voit ce genre de film. Et
pourtant, j'ai l'impression que d'un autre côté, on en a besoin. On a besoin parfois d'œuvres qui prennent position, on a besoin d'œuvres qui proposent leur vision du monde, qui disent ce qu'elles ont à dire, sans détour, sans prendre des espèces de petites pincettes d'ambiguïté artistique. Au moins, quand on est devant ce genre de film-là, on sait de quoi on parle. Parce que, bon, désolé de mettre les pieds dans le plat, mais c'est pas avec des films sur les pieds ou sur les coudes qu'on va redresser le pays. Voilà, c'est ce que je dis. Bah surtout, c'est pas en faisant semblant de voir des pieds là où il y a de l'extrême droite. Mais oui, alors j'attends les réactions sur la tribune des militaires en disant non, vous avez vu leur style, cet usage de la virgule. C'est vrai, une façon de détourner du propos, ça aussi. De se cacher un peu les yeux. Merci Raph, c'est vraiment intéressant. Là, cette typologie, j'imagine qu'on pourrait la poursuivre encore un peu. Alors, on a beaucoup parlé aujourd'hui de ce que c'était la réception pour les jeunes, les élèves dans vos classes. Ça pourrait peut-être aussi être quelque chose à réfléchir dans quelle case on les met ou est-ce qu'on les met dans une autre case finalement les élèves. Mais avant de lancer la discussion, je vais faire une mini parenthèse parce qu'évidemment en enseignant de temps en temps le cinéma, moi aussi je me suis souvent confronté à cette idée de comment expliquer à des jeunes étudiants qui débutent leurs études en art là, d'une manière générale ou en littérature. Pourquoi on évite de penser qu'il y a un message dans les œuvres et ouais, j'ai jamais trouvé de bonne méthode pour le faire. Je vais vous expliquer parce que souvent je prenais un peu l'exemple que tu donnais avec envoyé par la poste ou envoyé un Western Union là. Moi j'aime bien le post-it, alors je disais moi si je veux donner un message je peux le faire avec un post-it, ça sert à rien de le faire avec un film. Et je prenais parfois l'exemple de tu sais, s'il y a plus de couches pour le bébé, et que je pars le matin, qu'il faut acheter des couches, je vais mettre un post-it sur la table, puis je vais marquer il faut acheter des couches. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, même cet exemple, il demandait de l'interprétation. C'est-à-dire que on peut se mettre dans un contexte où je vais écrire ce même post-it, mais il va falloir l'interpréter de manière différente. Par exemple, si, je sais pas, la veille, ma copine et moi, on a acheté tous les deux trop de couches et qu'on en a plein partout et que ça déborde dans l'appartement, si je mets le même message, ça devient juste ironique. Et que si on lit le message avec les mauvaises lunettes d'interprétation, en fait, on comprend pas. Alors que c'est mon exemple de c'est quoi le message le plus basique qu'on pourrait faire, un post-it qui dit va acheter des couches. Ça, hein. Ouais, on a jamais eu ce problème, mais ça peut toujours arriver dans la vie domestique. Ça m'arrive plutôt avec les bières, je dois confesser. Mais il n'y a jamais trop de bière, alors que des couches, le problème c'est qu'après le bébé il grandit, puis après t'es obligé de les refiler parce qu'elles sont trop petites, fait que tu vois. Mais tout ça pour dire que c'est plutôt une question effectivement avec quelles lunettes, avec quel regard on interprète plutôt que il y avait quoi à la base dans le message finalement, dans le film, dans le texte écrit, etc. En tout cas, je vais vous partager mon anecdote du post-it parce que je me suis rendu compte que effectivement l'exemple fonctionnait pas puisque même un post-it c'est équivoque. Je vais le dire comme ça. Et puis parler de message, ça suppose que finalement c'est le locuteur qui est maître du sens. Du coup, quand on regarde un film, finalement c'est nous qui sommes aussi un petit peu maîtres du sens qu'on lui donne et on n'est pas obligé de penser que le film a un message. Il y a une sorte d'univocité comme s'il y en avait qu'un. Et du coup, repartir de l'expérience qu'on a quand on voit le film, ça permet peut-être déjà de dépasser cette idée de message qu'on aurait à chercher, qui serait déjà là, à retrouver. On construit du sens à travers l'expérience du film. Enfin, moi je le vois plutôt comme ça. Et avec les élèves, je trouve que c'est ce qui marche pas mal. On s'en fiche pas mal d'un prétendu message, mais par contre, on a eu une expérience. L'intérêt du cinéma en classe, c'est qu'on a eu une expérience commune à laquelle on peut tous se référer, qui est pas forcément la même. Et à partir de ça, on peut penser ensemble. Le message, on s'en contrefiche en tout cas en cours de philosophie. Ouais, moi, ce que je me suis dit en t'écoutant, Raph, c'est quoi un message ? Je pense que c'est vraiment ça le problème, et je me demande si c'est pas parfois même un peu le mot pour dire idée, mais pas bien. C'est-à-dire que quand on dit message, ça a un sens péjoratif, peut-être ça a un sens comme si c'était soit trop simple, soit trop engagé. En tout cas, c'est l'idée qui nous convient pas, c'est celle qu'on n'a pas envie de voir, soit parce qu'elle réduit le film, soit parce qu'elle le fait aller trop d'un côté ou d'un autre, le côté qu'on veut pas. Et je pense qu'il faudrait se demander exactement ce que veulent dire exactement les gens quand ils disent message. Peut-être aussi ça veut dire une idée mais politique.
Est-ce que c'est ça le problème? Parce que, en fait, c'est vrai qu'il y a une grosse connotation politique. On ouais. pourrait dire que, tu vois, quand tu dis, il est pas fasciste, il aime les pieds, peut-être il veut nous donner un message sur les pieds. Pourquoi c'est pas un message, son truc sur les pieds? Pourquoi c'est pas un message, la granularité de la lumière? C'est vrai, c'est pas bête. Parce que message, c'est le mot de quand on n'est pas d'accord ou quand c'est trop politique, peut-être. C'est possible, ouais. T'as raison. Ouais, c'est vrai, c'est souvent pour des interprétations politiques. Mais l'inverse est vrai. Enfin, en tout cas, dans ce qu'a dit Raph, il y a aussi cette idée de le message, il est ailleurs. Quand tu dis c'est un film sur le corps, c'est un film sur les pieds, justement, c'est histoire de mettre en avant que finalement le vrai message du film, au sens où la vraie idée structurante, je sais pas, la vraie grande idée du film, elle est pas politique finalement. Des fois, le terme de message, il va plutôt dans ce sens-là, de dire peut-être que c'est pas politique, il faudrait pas le penser comme ça, mais il faut le voir. Mais c'est normal. En fait, chacun défend un peu son précaré, parce que ce que tu dis, c'est que des gens qui sont versés dans l'esthétique, des critiques un peu zélés là, vont aller voir l'importance des pieds, parce que peut-être que pour eux, c'est pas si important que ça, qui est une idéologie, on peut dire idéologie. Mais je crois pas qu'ils diraient message, les critiques versées dans l'esthétique. Je pense pas qu'ils diraient message parce que film à message, c'est une expression péjorative. Et c'est pas ça qu'ils veulent voir dans un film. Justement, film à message, ça veut dire que ça le réduit à quelque chose qui n'est que du scénario, où il n'y a pas d'idée en cinéma. En tout cas, maintenant, c'est vachement péjoratif, et c'est ça que j'ai bien aimé dans l'exemple que j'ai trouvé d'Yves Boisset, là, dont j'avais lu l'autobiographie il y a quelque temps, et justement, ça m'était resté, c'est qu'à l'époque, c'est positif quand le journaliste lui demande, mais allez-y, lâchez le morceau, c'est un film à message, c'est un film qui est d'accord avec nous. Et en fait, l'acteur ne veut pas donner cette interprétation qui lui semble trop simple, et il y a toujours ce truc péjoratif presque philosophiquement, c'est-à-dire le message c'est plus simple qu'une idée, une idée ou qu'une proposition esthétique, etc. Le message serait la version simplifiée. Mais parfois on peut retourner le stigmate et dire mais les films à message c'est super, allez-y, faites-en plus. Et à l'époque ça a donné un sous-genre à part entière qu'on a appelé la fiction de gauche, quoi. Je trouve ça magnifique qu'on nomme un genre en fonction de son idéologie. Et ça n'a pas duré bien longtemps, bien sûr. Mais d'ailleurs, Jean-Yann n'est pas le dernier, puisque c'est de lui dont on parle. L'acteur Jean-Yann, en tant que réalisateur aussi, a fait des films très engagés, là, notamment des films qui parlent de syndicats, qui parlent du monde ouvrier, etc., qui sont toujours des comédies complètement hallucinantes. Là. Moi, j'aime beaucoup Jean-Yann, mais c'est étonnant qu'il s'en défende. Mais en fait, je ne sais pas ce qu'il a dit de ses propres films, à vrai dire. Je sais pas, mais du coup la conclusion à laquelle on était arrivé avec toi, Cédric, c'est qu'on s'en fout en fait de ce qu'il dit de ses propres films. Et parce que sinon c'est vrai que ça remet un peu trop l'accent sur l'intention. Moi j'évite de faire ça parce que je me dis c'est vrai que le cinéaste quand il parle, il peut toujours un peu te flinguer ta liberté d'interprétation aussi, quoi. C'est-à-dire que t'as tendance à vouloir le croire quand il dit quelque chose, alors que c'est pas parce que c'est lui qui a fait le film qu'il a plus raison finalement sur l'interprétation qu'il faut en donner. D'autant que en fait faire un film c'est un travail collectif. Le cinéaste n'est pas toujours, ou la cinéaste n'est pas toujours la seule personne qui peut décider du sens du film. Des producteurs, des choses comme ça. Enfin bref, il y a tout un tas de personnes autour. Et puis même, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on a fait soi-même à quelques semaines, mois ou années d'intervalle? C'est pas toujours le cas. Puis est-ce que ça fonctionne tout simplement? Ouais. Et est-ce que ce que tu as voulu dire, c'est effectivement quelque chose que les spectateurs peuvent comprendre? C'est pas toujours sûr. On a encore plein de questions à poser, une discussion pleine d'avenir, si je peux me permettre de le résumer comme ça. Merci à tous les trois. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui de l'herméneutique. C'était ça. J'ai bien fait de le lancer, ce terme, quand même. Il est utile, non? Il est bien. Il est bien. Le running gag trouvé 2 minutes avant, là. Si tu savais, je pense beaucoup à l'herméneutique. Merci à tous les trois pour cette deuxième longue discussion. Merci de rien, c'est un plaisir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a aimé vous écouter sur vos projets actuels, les réseaux sociaux, tout ça. Cédric, où est-ce qu'on peut te retrouver? Écoute, un petit peu partout, sur différents réseaux. Je suis de ci, de là, donc ça soit Facebook, Twitter. C'est à mon nom, donc on peut me retrouver, Cédric Essette, voilà, assez facilement. Excellent. Alice? Toujours sur Twitter, @philopoulpe, toujours comme la philo et les poulpes. On l'aura bien retenu grâce à ça. J'imagine la meuf qui change de pseudo Twitter à chaque émission pour qu'on puisse pas la retrouver. C'est pas le but. Et alors cette fois-ci, c'est quoi? Philo Dauphin. Philo Calmar. Philopode. Dauphin, ce serait plutôt pour toi, Raph. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, sur Twitter?
Pareil, sur Twitter, Raphaël Jodon, et c'est tout. C'est toujours pareil. Parfait. Quant à moi, vous pouvez toujours m'écouter sur les ondes de CISM au 89.3 en FM à Montréal, ou alors sur le site de CISM, CISM893.ca. Et ouais, mon émission est tous les mercredis matin, de 7h à 9h. Et non, ce n'est pas le Morning Live. Je repartage avec vous cette blague, car je l'aime beaucoup. Ouais, une blague éternelle. Et ben merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir écoutés. On se rappelle qu'on se lance dans un mois sans hommes. Alors c'est le moment d'aller regarder des films de femmes et puis partager avec nous vos belles découvertes, pourquoi pas vos redécouvertes, ou peut-être les films dont vous avez découvert qu'ils étaient des films de femmes sans que vous le sachiez. Ça arrive aussi. C'est peut-être pas si fréquent, mais on verra. On en reparlera. On sait jamais. On sait jamais. Ouais. À bientôt. Salut. À la prochaine. Salut à tous. Salut.